délocaliser leurs usines vers les États-Unis où l'électricité est moins chère. Nous partons de Mondial Relais, Sergi. Patrick Pouyanné en appelle pourtant à l'État. Si la France veut une politique de réindustrialisation, elle a des choix à faire. Comment j'aide les industriels pour acquérir de la électricité moins chère en faisant quelque part des péréquations avec d'autres clients? Prendre à droite sur rue du Bois-en-Loup. C'est un choix politique, ça. Le PDG de Total Energy a rencontré il y a 2 jours le régulateur de l'énergie et ils militent ensemble pour davantage de subventions. De son côté, le PDG d'EDF ne veut pas que l'État interfère dans ses négociations avec les industriels. Il y a un petit écart avec certains États des États-Unis et cet écart est en train de se combler rapidement. Est-ce qu'il faut réguler le secteur électrique? La réponse est non. Luc Rémond refuse de céder à la pression. Il sait qu'en baissant ses prix pour les industriels, son rival Total Energy s'engouffrera dans la brèche pour demander les mêmes avantages. Et lors de Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie. ce même colloque, Patrick Pouyanné a aussi demandé un délai de grâce pour l'ARENH. Le patron de Total Energy plaide pour que l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique soit prolongé de 2 à 3 ans. Créé en 2011, l'ARENH doit être remplacée d'ici un an par un système de régulation fondé sur la politique commerciale d'EDF, système de gré à gré qui peine à se mettre en place. ACC a décroché un nouveau prêt bancaire, près de 1 milliard d'euros, une enveloppe qui va permettre de financer la construction de la 2e ligne de fabrication de batteries haute performance pour le fabricant franco-allemand de batteries. Ce sera la 2e ligne de fabrication de Billy Berclau dans le Nord. Elle permettra de livrer pour la première fois des batteries à Mercedes en plus. Dans Donc 800 nous mètres, sommes à au Puisieux, rond-point, prendre la Sergi. première sortie. Puisieux, Plus de Sergi. fournir le groupe Stellantis, l'unique client de la première ligne. On a une bonne nouvelle à vous donner ce matin sur les questions de souveraineté spatiale. Oui, c'est tout l'enjeu de la naissance de Iris Square. C'est le nom de la future constellation de satellites européens. Selon nos informations, le contrat doit être signé dès lundi prochain à Bruxelles. Avec Iris Square, les 27 vont disposer de leur premier réseau de satellites de télécommunications. Jean-Baptiste Huet. C'est un projet à 10 milliards d'euros. D'ici 2030, ce sont 300 satellites qui tournoieront au-dessus de nos têtes en orbite basse pour fournir aux gouvernements européens, aux armées, aux organismes d'État des services de télécommunications sécurisés Made in Europe, ainsi que des services commerciaux. Un projet qui avait été porté par Thierry Breton, alors commissaire européen. Une question de souveraineté au moment où ces réseaux de satellites se développent à toute allure à travers le monde, à l'image de Starlink aux États-Unis. D'après nos informations, le contrat doit donc être signé lundi prochain à Bruxelles. Dans un premier temps, 2,4 milliards d'euros ont été mis sur la table pour amorcer le projet. Au total, le financement se répartira à 60-40 entre l'Union européenne et les industriels. C'est un consortium SpaceRise qui est en charge du projet. On retrouve notamment Eutelsat, Orange, l'espagnol Hispasat, l'allemand OHB, l'italien Telespazio, ainsi que Thales et Airbus. Un mécano industriel bien complexe. Les discussions ont été vives ces derniers mois pour se mettre d'accord, aussi bien du côté des industriels que des États. Mais devant l'importance des enjeux, c'est la raison qui l'a emporté. Moins 7% quasiment pour l'action Oracle dans les échanges électroniques à New York après bourse. Le géant américain des services informatiques a déçu avec des résultats en deçà des attentes. Pourtant, Oracle affiche un chiffre d'affaires d'un peu plus de 14 milliards de dollars au 2e trimestre, en hausse de 9%. Sortir du rond-point. Google annonce de son côté une percée majeure dans l'informatique quantique, nom de code Willow. C'est une puce électronique de nouvelle génération, un processeur quantique Rester sur la voie de gauche. qui réalise en 5 minutes Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie à 15, vers Paris, Cergy Grand Centre. des calculs qui prendraient 10 quadrillions d'années à un supercalculateur classique. Pour résumer, c'est plus que l'âge de l'univers. Oui, c'est beaucoup. Mais alors, à quoi ça sert? Anthony Morel va nous expliquer ça dans 5 minutes. Toujours à propos de Google, l'hégémonie du géant américain est contestée dans le secteur des moteurs de recherche. Avec la montée de l'intelligence artificielle, de nombreux concurrents apparaissent et ils grignotent peu à peu des parts de marché. Autre facteur à prendre en compte, les utilisateurs changent leur façon de surfer en ligne. Nathan Cotencourt. Vous cherchez un bon restaurant pour aller dîner. Si avant, votre premier réflexe était de vous rendre sur Google pour trouver la perle rare en épluchant les avis et les Au rond-point, prendre la bretelle. notations des clients, il est désormais possible sur un moteur de recherche basé sur l'IA, comme SearchGPT, d'énoncer clairement votre demande et en un rien de temps, des adresses sortent du lot. Aujourd'hui, ChatGPT représente déjà plus de 4% des recherches web devant le moteur de recherche Bing et sa part de marché devrait fortement augmenter dans les prochaines années, comme l'analyse Frédéric Simonet, notre spécialiste tech. Oui, demandez autour de vous l'entreprise
cette source de revenus. Et donc là, il y a tout un modèle à réinventer. Autre acteur qui rebattent les cartes, les réseaux sociaux. Reddit vient par exemple de lancer Reddit Answers, son nouvel outil conversationnel boosté à l'IA. X a lui lancé Grok, même Amazon a lancé son jet. Nous sommes le 12 décembre 2024 et 6h38. Et donc je vous le redis, notre invité à 8h15, c'est Sébastien Bisseur, patron en France de Google. Dans un instant, on va continuer à parler beaucoup intelligence artificielle avec nos invités. Mais avant, c'est la bourse. Antoine Larivauderie, depuis la salle des marchés de BFM Business. Antoine, un coup d'œil sur les marchés, sentiment prudent ce matin, ce qu'on attend le chiffre de la semaine. Mais bien sûr, l'inflation américaine, cet après-midi à 14h30. Alors, on attend les prix de détail qui vont rester sur une tendance légèrement haussière aux États-Unis. On devrait passer de 2,6 à 2,7% en glissement annuel en novembre. Alors, pas de quoi rabattre les cartes de la politique monétaire de la Fed, mais de quoi quand même rester extrêmement vigilant. Il y a sur les indices boursiers. 8 séances de hausse, on consolide hier, on prend quelques profits, mais pour ce matin, pas de reprise attendue. On devrait rester sur une tendance encore légèrement baissière, le CAC 40 est sous les 7400 points. En suivant encore une bourse américaine qui plafonne très nettement depuis quelques séances, quelques déceptions matin. Nous avons parlé de Rock, effectivement, le titre a terminé en forte baisse. On a un momentum qui est fort aux actions européennes pendant une dizaine de jours. On se plafonne un petit peu aussi, ainsi que les pays asiatiques qui sont assez indécis ce matin. Avec attention sur BFM Business, un mot de l'eau. Nous sommes sur la A15. On se dirige vers Paris. Sur les 30 derniers jours, on s'approche à nouveau du niveau historique des 2801 $ l'once, c'est les facteurs. Alors, sur fond d'incertitude tous azimuts, on a besoin d'adosser les politiques budgétaires et monétaires sur du solide, sur du tangé. Et pour ça, les banques centrales sont toujours archi-acheteuses d'or sur les marchés. Pourquoi les chiffres d'achat du mois d'octobre, les achats d'or par les banques centrales sont au plus haut niveau de l'année, avec 60 tonnes au total sur 30 jours. On va largement dépasser les 700 tonnes au total sur 2024 et rester sur le niveau 2023-2022 avec les banques centrales chinoises, indiennes et turques qui sont toujours les plus gros acheteurs de l'euro-dollar. Pour terminer, on est un peu plus de 0,5, mais la pression reste forte ainsi que le risque de décrochage sous ce moment. Merci Antoine, on se retrouve dans une heure de l'intelligence artificielle partout. Oui, mais pour servir à quoi dans un bagarre, oui, à 5 secondes. Instant, le pitch startup qui aide les boîtes à identifier là où vraiment ça peut rapporter de la valeur. Et tout de suite. Du Morning Business, le pitch. 6h14 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Notre invité pour le pitch, c'est Christelle Courant. Bonjour, vous êtes directrice du radar mobile à 100 mètres. Développement de Digitalent. Vous avez 1 minute pour pitcher et on débrief. Merci beaucoup. Donc, je vais vous parler d'intelligence artificielle, mais celle en entreprise, et notamment qui est dédiée pour les métiers, que ce soit la direction générale, les achats, les finances, la comptabilité, tout le monde est concerné par l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et c'est à eux que nous avons pensé lorsque nous avons créé MIA, la première plateforme française d'intelligence artificielle qui intègre plus de 70 modèles et qui est avec une approche no-code, donc aucune compétence informatique n'est nécessaire et qui permet de créer des applications intelligentes, sécurisées et en toute transparence et éthique. Ça, c'est vraiment important quand on parle d'intelligence artificielle. Elle se connecte à toute application au sein de l'entreprise. Elle permet d'analyser vos fichiers Excel, vos documents, vos rapports, vos emails, les commentaires, tout ce qui existe en fait au sein de l'entreprise. Mais j'irai au-delà d'une plateforme. Ce que nous proposons, c'est un accompagnement en fait aux entreprises qui est basé sur une méthodologie issue de leur retour d'expérience. Aujourd'hui, on a plus de 100 cas d'usage à réaliser au niveau des entreprises et qui se traduit par des ateliers de vie mon métier, paramétrage incrémentaux des intelligences artificielles, parce qu'on parle beaucoup de technologie, mais il y a avant tout l'histoire d'hommes et de femmes experts dans le métier. Énormément de promesses dans tout ce que vous nous avez dit. Donc moi, je ne vais rien dire du tout. Je vais vous laisser avec Anthony Morel. Beaucoup de choses. Il y a éthique, souveraine, qui scanne toutes vos données d'entreprise. On dirait que c'est magique. Oui, c'est ça, c'est presque magique, effectivement. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était le côté, justement, accompagnement. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup des entreprises ici, et elles ont beaucoup de besoins dans le domaine de l'IA, dans tous les domaines, de la direction d'achat, au service après-vente. Vous dites, vous les accompagnez. Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que vous scannez finalement ce qu'est en train de faire une entreprise, et vous lui dites, pour vous, c'est là que l'intelligence artificielle va être la plus intéressante, et voilà ce que je vous propose. Exactement. En fait, ce qu'il faut aujourd'hui, on est quand même dans une frénésie de communication autour de l'intelligence et particulièrement l'IA générative. Mais il faut passer de cette envie de l'IA à tout prix de consommation à vraiment une IA efficiente et raisonnée au sein des entreprises. Donc ça passe nécessairement en fait par des discussions avec les métiers, ceux qui sont au quotidien
héroïste pour l'entreprise. Et donc c'est pour ça qu'au travers de notre méthodologie, je vous parlais des ateliers de vie mon métier, parce qu'il faut savoir concrètement ce qui se passe dans les entreprises. Et à partir de là, on définit quelles sont les données qui sont intéressantes pour l'intelligence artificielle afin qu'elles puissent être traduites par la suite en fait en termes d'application. Alors héroïste, comme il est 6h17, c'est le retour sur investissement que vous pouvez avoir dans votre boîte. Ce qui veut dire que vous arrivez à comprendre, grâce à Vie mon métier, exactement comment ça fonctionne dans chaque branche, quels sont les besoins, tout ça de manière automatique. Au travers des questions en fait, que nous posons justement aux personnes en fait, dans chacun des services, ça c'est vraiment important de Donc vous commencez par comprendre ce qu'on fait. Exactement, mais dans l'intelligence artificielle, c'est pour ça que j'insiste bien que c'est avant tout en fait une histoire d'hommes et de femmes. L'intelligence artificielle, c'est une technologie comme on en a connu d'autres. La technologie n'est qu'un moyen. Et donc pour répondre à un besoin initial, métier, c'est pour ça que véritablement il faut que les métiers se réapproprient l'intelligence artificielle. Mais une fois que vous avez identifié ces besoins, vous leur proposez vos propres outils, parce que en fait, après c'est hyper complexe, c'est-à-dire que vous avez des IA qui sont spécialisées dans le service après-vente, il y en a d'autres qui sont, je sais pas, dans la gestion des stocks. Enfin, Vous faites des IA. après. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est vos propres outils, est-ce que vous les redirigez vers des outils déjà existants? Alors en fait, notre plateforme, vous pouvez voir comme en fait un studio de création d'intelligence artificielle sur mesure. Donc à partir en fait de ce qui a été analysé au sein de l'entreprise, on va créer une intelligence artificielle qui est dédiée pour ce service-là par rapport à la problématique pour cette entreprise. Parce que ce que vous évoquez, ce qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui sur le marché, c'est qu'en effet, on voit beaucoup de solutions qui viennent. Mais bien souvent, en fait, si on creuse un petit peu ce qu'il y a derrière, c'est qu'elles font appel en fait à des IA qui ont été pré-entraînées, dont on ne sait absolument pas en fait sur quel périmètre d'entraînement elles ont eu lieu, où sont hébergées les données, et ce qu'elles font également des données d'entreprise. Et du coup, ça doit coûter super cher. Alors en fait, au niveau de notre solution, on a voulu en fait un modèle économique qui puisse être adaptable aussi bien à des ETI que des grands comptes. Donc en fait, notre plateforme aujourd'hui a un modèle économique qui est basé sur une souscription annuelle avec deux types de licences. Donc une licence soit qu'on appelle MIA Business Outsourcing, qui est une licence de production, donc qui est au service d'un service d'IA. Plus globalement, si les entreprises veulent être complètement autonomes sur la création des services d'IA pour leur entreprise, à ce moment-là, elles sont une autre souscription. Mais en se basant sur des modèles de langage déjà existants. Enfin, j'imagine que c'est pas vous qui créez ces briques-là. Alors en fait, nous avons ChatGPT. non, ça c'est donc vous créez vos briques. C'est hyper ambitieux. Oui, nous avons quand même 4 ans de R&D derrière nous. Digitalan en fait a commencé donc à développer cette plateforme bien avant en fait la vague d'intelligence artificielle que l'on connaît. On a travaillé en collaboration avec l'École Polytechnique de Paris. On a travaillé avec un professeur également de l'Université de Berkeley. On a eu plusieurs prix également d'innovation. Donc on voit que notre plateforme véritablement aujourd'hui elle a une résonance sur le marché. Et ce qui a véritablement été coûteux en termes de R&D pour nous, c'était justement en fait cette complexité de l'intelligence artificielle qui existe sur le marché, c'est de la rendre accessible en fait à des personnes non spécialistes comme moi. Je ne suis absolument pas une spécialiste de l'IA, mais par contre je sais que ça va être utile dans mon activité. Et donc en fait c'est d'avoir rendu véritablement en no-code ces intelligences artificielles. Eh bien merci beaucoup Christelle Courant d'être venu. Vous n'aurez pas raté la chronique d'Anthony Moulin, parce que vous allez voir ça va encore plus vite, mais plus vite que je sais plus, il y a pas il y a plus de chiffres, Merci d'être venu pitcher ce matin. Anthony Moulin. Votre rendez-vous avec Viewgen Group, leader mondial des solutions digitales pour le commerce physique. Good morning business, morning retail. Je me trompe, j'ai envie que ça soit vous maintenant parce que vous êtes en face de moi alors que Eva Jaco, elle est partie clairement se promener, elle est partie voir la foire fouille en centre-ville à Suresnes, donc on parlera dans un instant de supercalculateur, mais avant, pourquoi la foire fouille elle s'installe en centre-ville? Et bien c'est ce que font également d'autres
ralentissement de la circulation dans 4 km sur A15. Prévoyez un retard de 5 minutes. Représente 35% du chiffre d'affaires de la Forfait. Victoria Rapoport, vous êtes chargée du développement de ce concept en centre-ville. Alors, un mois après l'ouverture, quels sont les premiers retours? Alors plutôt très bon. Je pense qu'on satisfait la clientèle surénoise qui avait besoin d'une enseigne en fait à bas prix et qui Radar fixe à 1000 mètres. propose un large choix en fait de produits du quotidien. On a un panier moyen un peu plus élevé que sur nos magasins classiques. En fait, on est plutôt autour des 28 € ici. Alors, en se promenant dans le magasin, on note quand même des différences. Mais qu'est-ce qu'on trouve ici qu'on ne trouve pas ailleurs? On a fait un vrai effort de s'adapter aux besoins d'une clientèle de centre-ville et notamment la clientèle surénoise en fait qui est composée d'une grosse clientèle de famille, donc avec beaucoup d'enfants. Et par contre, on a essentialisé l'offre. C'est-à-dire que vous retrouvez nos familles classiques sur un parcours classique de magasin forfait, mais bien sûr plus court. Donc au lieu d'avoir 15 000 références, on est plutôt sur 5 000 références. Alors, on trouve aussi, quand on rentre dans le magasin, on tombe sur une zone avec beaucoup de promotions. Ça, c'est assez inhabituel, mais c'est parce qu'en fait, la saison est située plus haut, c'est ça? Exactement. En fait, c'est l'enjeu de travailler sur une coque qui n'est pas en fait un carré ou un rectangle classique, on va dire. On est sur 2 étages, donc on a fait le choix en fait que le client s'aperçoive quand il rentre Radar fixe à 500 mètres. dans le magasin qu'il y a énormément de promotions en fait sur cette partie basse du magasin. Il faut monter à l'étage pour découvrir cette zone saison qui est très très forte chez nous, très puissante. On sort d'Halloween, là on est sur Noël. On retrouve un large choix de produits sur la déco, sur la maison. C'est des produits de fond de rayon qui sont 10 à 15% plus chers que dans les autres magasins. Pourquoi? Oui, alors c'est 10 à 15% plus cher en effet sur certains produits, c'est pas linéaire. En effet, c'est vraiment sur du fond de rayon qui est pas vraiment comparable. C'est plutôt bien pris par la clientèle parce qu'il comprend, parce qu'on est sur en effet un taux d'effort un petit peu plus important en termes de loyer que sur nos magasins classiques parce qu'on est en centre-ville et donc aussi pareil sur des frais de personnel aussi un peu plus élevés. L'an dernier, la Foirefouille a réalisé un chiffre d'affaires de 815 millions d'euros. Cette année, l'ambition, c'est d'atteindre les 830 millions d'euros avec 280 magasins. Mais l'objectif, c'est d'atteindre un parc de 400 points de vente. Ce nouveau concept, après cette période de test and learn, va sûrement s'étendre à toutes les grandes villes de France, notamment Paris, Lyon, Bordeaux ou encore Lille. BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay. Votre rendez-vous avec BYD, leader mondial du véhicule électrique et hybride. BYD, donnez vie à vos rêves. Good Morning Business. Culturia. Enfin, on parle de cette prouesse scientifique et technologique annoncée par Google. C'était hier soir un nouveau processeur qui s'appelle Willow, dont les performances sont incroyables. Absolument, dans l'informatique quantique, on est même dans ce qui est, j'allais dire, à peine concevable pour le cerveau humain, puisque cette puce a réalisé en moins de 5 minutes un calcul qui prendrait aux ordinateurs les plus puissants de la planète actuellement 10 quadrillions d'années. Quadrillion, c'est un 1 avec 24 zéros derrière. Enfin, je veux dire, c'est même pas imaginable. Enfin, c'est largement plus, si vous voulez, par exemple, que l'existence de l'univers. C'est même des ordres de grandeur supérieurs. Donc, vraiment, c'est un truc qui est à peine concevable. Et ça, c'est rendu possible, en fait, par les spécificités de l'informatique quantique. Je vais y revenir rapidement en simplifiant. Radar fixe à 500 mètres. Un peu, pardon pour les puristes, mais il faut quand même s'accrocher quand on parle de quantique. En gros, c'est un ordinateur qui, pour réaliser un calcul, ne va pas procéder de manière séquentielle. Radar fixe à 300 mètres. Comme un ordinateur classique, c'est-à-dire je teste un chemin, puis un autre chemin, puis un autre chemin, il va pouvoir prendre tous les chemins en même temps, en fait, voilà. Donc il va pouvoir tester plein de choses en parallèle, en s'appuyant sur les principes de la mécanique quantique, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir des bits classiques comme dans un ordinateur, donc des 0 et des 1, donc c'est un interrupteur qui est allumé ou éteint en gros, et ben là l'interrupteur, il peut être allumé et éteint à la fois. C'est ce qu'on appelle des qubits, c'est des petits éléments, alors qui sont extrêmement performants, mais qui sont aussi extrêmement fragiles. Donc ça permet à la fois d'aller très vite pour résoudre des problèmes, et en même temps, l'un des gros soucis avec Radar fixe à 100 mètres. L'informatique quantique, c'est que ces petites choses, ces petits qubits, ils sont très sensibles à la température, aux vibrations, et donc ils peuvent très vite faire des erreurs. Et c'est la grande performance de cette puce annoncée par Google, c'est qu'elle arrive à
inverser le processus, c'est-à-dire que plus il y a de qubits, moins il y a d'erreurs. Donc c'est une performance extraordinaire qu'ils ont réalisée dans le domaine de l'informatique quantique. C'est un pas géant. Sébastien Missoff, le patron de Google en France, sera avec nous à 8h15. On lui posera la question, mais je commence avec vous. À quoi ça sert? Alors ça sert à plein de choses. Pour l'instant, on est vraiment dans les laboratoires de recherche et même Google dit les applications commerciales, ça n'arrivera pas avant la fin de la décennie. Mais derrière, les perspectives, elles sont vertigineuses. On va pouvoir s'en servir par exemple pour la conception de nouveaux médicaments en simulant le comportement de molécules et leurs interactions de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide qu'aujourd'hui. On va s'en servir aussi pour le développement de nouveaux types de matériaux. On va pouvoir inventer par exemple des nouvelles batteries électriques pour les voitures de manière extrêmement efficace grâce au quantique. La conception aussi de réacteurs à fusion nucléaire. Vous savez que c'est le Graal énergétique, mais que ça va prendre des décennies avant d'arriver là encore commercialement. Eh bien, l'informatique quantique pourrait permettre d'accélérer le développement. On peut aussi citer le cas de l'intelligence artificielle où le quantique pourrait permettre de développer des modèles d'IA beaucoup plus complexes et beaucoup plus performants. Bataille aussi géopolitique. Absolument, parce que vu les enjeux, il y a une course à la suprématie technologique, parce que les pays qui maîtriseront les premiers l'informatique quantique, ils auront un avantage compétitif considérable, d'autant qu'il y a aussi des applications d'ordre militaire, d'ordre sécurité, dans le domaine de la cyber par exemple. On va pouvoir se servir du quantique pour casser les chiffrements actuels. Donc si vous voyez, il y a un vrai enjeu de sécurité, c'est-à-dire que les premiers à maîtriser cette technologie-là, ils pourront en fait réaliser... voilà, exactement, c'est tout le problème. On pourra aussi s'en servir pour générer des chiffrements qui sont beaucoup plus complexes. Mais en tout cas, il y a un énorme enjeu de souveraineté. D'ailleurs, juste après l'annonce de Google, il y a les Chinois qui ont fait une annonce. Nous aussi, on est très très fort sur le quantique. Et la France, on peut le dire d'un mot, nous on a un plan quantique à 1,8 milliard d'euros sur 5 ans, avec l'ambition de devenir le premier État à se doter d'un prototype complet d'ordinateur quantique généraliste. Et effectivement, on a des champions. Alice et Bob, Pascal, voilà, on reçoit régulièrement. Tout ça. 6h45, on parlera du déficit auditif avec notre French Tech dans le journal de 6h30. Les deux infos à retenir. Le Crédit Agricole cherche son nouveau directeur général. On a deux noms qu'on va vous donner. Et puis bras de fer entre EDF et Total Energy sur la régulation du prix de l'énergie. Vous allez entendre Luc Raymond et Patrick Pouyanné. A tout de suite. Sur BFM Business et sur MC Découverte. Merci d'être avec nous. Le journal, c'est avec David Delos. 3 titres à la une. Le Crédit Agricole cherche son nouveau directeur général. EDF et Total Energy dénoncent des délais trop longs pour le déploiement des renouvelables. La Caisse des dépôts ne compte pas vendre ses parts dans Suez. La liste des prétendants à la succession de Philippe Brassac se resserre. Le directeur général du Crédit Agricole doit passer la main au printemps prochain. Après un conseil des nominations dans les jours à venir, un conseil d'administration est prévu le 17 décembre prochain. Et le nom du remplaçant de Philippe Brassac pourrait alors être définitivement arrêté. 2 candidats tiennent principalement la corde. Caroline Morisseau. Au sein de CASA, la structure cotée, un candidat semble tout désigner, Olivier Gavalda, 61 ans. Ce n'est pas un hasard si Philippe Brassac, l'actuel directeur général, lui a confié l'ensemble des métiers de la Banque universelle, nous dit un ancien responsable du Crédit Agricole. C'est un signal fort de sa volonté d'en faire son successeur. Du côté des caisses régionales, actionnaires de contrôle en revanche, on insiste sur le point faible d'Olivier Gavalda. Compte tenu de son âge, il ne pourra rester que 4 ans. À l'inverse, on vante les atouts de l'autre grand favori, Gérald de Grégoire, l'actuel directeur général adjoint du pôle client et développement. Lui n'a que 50 ans, il coche toutes les cases, il a dirigé une caisse régionale et c'est le seul à avoir un profil international, nous dit-on, en référence à son passage au Crédit Agricole en Italie. Reste à savoir si la banque osera franchir le pas en choisissant le Benjamin, à moins qu'elle n'opte pour une forme de compromis. 2 autres noms continuent de circuler, Michel Ganzin, 57 ans, l'actuel patron de la Caisse d'Île-de-France, ou encore Stéphane Priami, 59 ans, et l'actuel patron des activités de crédit à la consommation et financement automobile. Le Crédit Agricole qui est sur tous les fronts en ce moment en Europe. La banque tente de jouer un rôle central dans la consolidation des grands gestionnaires d'actifs avec sa filiale Amundi. Elle tente également de renforcer ses positions en Italie où le secteur bancaire est en pleine recomposition. Le Crédit Agricole est notamment un acteur clé du dossier Banco BPM. Mathieu Pechberti. Le Crédit Agricole a la pression pour maintenir ses positions. Sa filiale de gestion d'actifs Amundi tente de s'allier avec un concurrent pour grossir. Face aux géants américains BlackRock ou Vanguard, la course à la taille est lancée en Europe. Au printemps, Amundi a bien essayé de racheter la filiale de gestion d'AXA, mais le grand rival BNP Paribas lui a raflé la mise en quelques semaines. Le Crédit Agricole tente désormais de racheter le gestionnaire d'un autre assureur, celui de l'allemand Allianz. Selon nos informations, leurs discussions butent sur les valorisations et la gouvernance, mais elles ne sont pas rompues. La banque mutualiste essaye aussi de tirer parti de la consolidation du marché
marché bancaire italien. Unicredit a lancé une offre de 10 milliards d'euros sur la troisième banque du pays, BPM, dont le Crédit Agricole détient 10% du capital. Il vient de monter à 15% et envisage d'aller jusqu'à près de 20%. Il se place en position de force pour ensuite négocier la vente de sa participation, en contrepartie d'une extension de ses partenariats dans le crédit à la consommation et l'assurance avec BPM et dans la gestion d'actifs avec Unicredit. La Caisse des dépôts ne lâchera rien de sa participation dans Suez. Éric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts, a assuré hier sur notre antenne qu'il ne vendra pas cette participation. Réaction au départ de Sabrina Soussan, la PDG de Suez, poussée à la démission par son premier actionnaire Thierry Déault, le patron du fonds Meridiam, qui voudrait justement monter au capital. 6h35 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Patrick Pouyanné et Luc Rémont sont en complet désaccord sur la régulation des prix de l'électricité, mais il y a une chose sur laquelle ils sont d'accord, en France, les délais sont trop longs. C'est ce qu'ils ont dit hier sur la scène d'un colloque qui réunissait les professionnels de l'énergie. On les écoute. Je ne comprends pas pourquoi on est capable de rénover Notre-Dame en 5 ans et qu'on n'est pas capable d'avoir les mêmes processus pour construire des usines solaires ou éoliennes en France. Il y a un truc qui n'est pas, on n'est pas organisé, il manque un général là-dedans. Mais c'est pas l'intérêt. Et on a fait une loi d'accélération des renouvelables qui a tout ralenti. Patrick disait tout à l'heure, c'est l'enfer d'investir en France. C'est vrai. C'est vrai, c'est l'enfer d'investir. En France, pour des raisons réglementaires. Et c'est l'enfer pour raccorder un industriel qui veut se raccorder un data center. C'est des délais administratifs qui sont juste incommensurables avec ce qu'on vit ailleurs dans le monde. Il faut qu'on s'occupe de ça. Technip Energy a remporté un important contrat auprès du britannique NZT Power, un contrat en vue de la construction et du captage du carbone d'une centrale électrique au gaz dans le nord-est de l'Angleterre, un contrat à plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. GL Events est en négociation exclusive avec l'État pour obtenir la concession du Stade de France à partir d'août 2025. La concession actuelle du stade de Saint-Denis, gérée par le consortium Vinci Bouygues, doit prendre fin à l'été prochain. 6h36 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On va parler audition avec votre invité. Good Morning Business, French Tech. Entre les visioconférences, les casques, les écouteurs, les jeunes sont hyper connectés. Il n'y a pas que les jeunes, il y a tout le monde en fait qui est hyper connecté. Et d'après l'OMS, 1 milliard de jeunes sont à risque en termes auditifs. Bonjour Célia Béline, vous êtes la cofondatrice et PDG de Silcare. Votre objectif, c'est de faire en sorte qu'on entende évidemment. Mais alors si je vulgarise, vous me dites si je me trompe ou pas, mais votre boulot avec votre biotech, c'est de faire repousser les connexions des synapses qui relient chaque cellule au nerf auditif. On peut faire repousser des synapses. Oui, on peut faire repousser des synapses. Alors ça s'est fait dans le cerveau quand on cherche à travailler sur des pathologies comme la maladie d'Alzheimer. Et ça se fait dans l'oreille, puisque dans l'oreille, on va retrouver des cellules, des synapses, des fibres, et ensuite le nerf auditif qui va permettre de relier le son du conduit auditif jusqu'au cerveau. Parce que souvent on dit un ralentissement sur l'Arne et un autre sur boulevard périphérique entraîne un retard. Vous pouvez les éviter et gagner 23 minutes. Si vous préférez rester sur l'itinéraire actuel, appuyez sur non, merci. Tu bousilles tes oreilles, on ne pourra rien faire, ça changera jamais. Non, ça peut être réversible. Alors on essaye de faire en sorte que ce soit réversible. Nous, au moment où on agit avec nos médicaments dans notre biotech Silcare, on est encore en capacité de faire repousser ces synapses parce que le noyau reste vivant. Ensuite, les cellules vont, elles, mourir, mais il y a d'autres sociétés qui, elles, cherchent à régénérer en fait ces cellules qui meurent de l'audition. Donc oui, il y a espoir qu'à un moment donné, on puisse régénérer. Pas tous sourds. Non, mais c'est là, mais alors c'est quoi? C'est un médicament, c'est une injection qu'on ferait et qui permettrait de retrouver l'audition, une partie de son audition. En combien de temps on en ressentirait les effets? Oui, alors tout ça, c'est en travaux en recherche clinique pour nous, pour essayer de déterminer exactement en combien de temps le médicament va fonctionner. Nous, on parle d'une injection unique, d'un médicament qui est administré par voie transtympanée. Ça veut dire qu'avec une toute petite aiguille, on passe derrière le tympan, on injecte un gel qui, par diffusion, va traverser une membrane qui sépare l'oreille moyenne de l'oreille interne, qu'on appelle la fenêtre ronde. Et le médicament arrive dans la cochlée, qui est cet organe un peu escargot, qui contient toutes les cellules de l'audition. Et c'est tout.
Et en termes de traitement, ça s'arrête là. Vous n'avez pas besoin de... Oui, nous on a un traitement qui s'appelle un disease modifier, donc ça veut dire que c'est vraiment un médicament qui traite et qui guérit. Ensuite, l'audition elle est perdue au cours de la vie par des expositions au bruit, par des maladies inflammatoires, par des infections, donc on peut imaginer qu'il y ait besoin d'une autre injection. Est-ce que ça fonctionne sur tous les types de pertes d'audition et de problèmes auditifs? Est-ce que ça peut par exemple gérer tous les problèmes d'acouphènes, ce genre de choses? Alors, ça ne traite pas tous les problèmes auditifs. Les acouphènes, c'est un symptôme. Donc, une des causes des acouphènes, c'est effectivement cette déconnexion synaptique. Donc, notre médicament pourrait avoir une action sur le symptôme acouphène qui est conséquence de cette déconnexion synaptique. L'autre conséquence, c'est la difficulté à entendre dans un environnement bruyant. Généralement, quand je dis ça, c'est vraiment... ça concerne énormément de personnes de se retrouver dans cette problématique de compréhension de la parole dans le bruit. Alors ça donne un espoir énorme pour tous ceux qui ont des acouphènes et c'est très difficile à vivre au quotidien, aussi sur le vieillissement évidemment de la population. Vous venez de lever 21 millions d'euros pour devenir une pharma spécialiste des troubles auditifs. C'est quoi la différence entre une biotech et une pharma? La biotech, elle s'arrête à un moment donné, elle vend ses licences de produits, elle les transfère en fait à des sociétés pharmaceutiques qui, elles, font le travail de la fin de développement et de la commercialisation, de la distribution, de la vente en fait de ces médicaments. Donc c'est pour suivre votre médicament? Oui, alors celui-ci peut-être pas, parce que celui-ci est sous licence avec un laboratoire japonais et ça nous a permis de compléter ces 21 millions pour aller jusqu'à 40 millions en fait de financement. Non, j'allais dire, mais toutes les boîtes qui font des aides auditives qui sont de plus en plus sophistiquées, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, là vous allez vous mettre la clé sous la porte, là, parce qu'elles sont en train de travailler, je sais, sur des aides qui sont de plus en plus discrètes. Oui, mais c'est ça l'évolution technologique. Moi je trouve ça formidable, si on peut régénérer son audition plutôt que d'utiliser des aides. Mais c'est son appareil. Oui, on n'aura plus besoin d'appareil en fait, c'est ça que vous nous promettez, ou est-ce que ça viendra en complément des aides auditives? Il n'y a pas de plutôt en fait. L'aide auditive c'est comme vos lunettes. Vos lunettes elles ne traitent pas un glaucome, elle ne traite pas une dégénérescence maculaire, elle ne va pas traiter un dry eye. Donc dans l'oreille, vous avez ces mêmes pathologies que l'aide auditive ne va pas traiter. Elle va aider en fait à améliorer la qualité de vie des personnes, mais pas du tout traiter la source du problème. Donc je dirais que c'est tout à fait complémentaire comme un médicament avec vos lunettes aujourd'hui. Alors qu'est-ce que vous avez d'autre en développement, du coup, dans votre développement pharma plutôt que biotech? C'est quoi les autres projets? Alors on a un autre médicament qui s'appelle le SIL3, dont on dit pas grand chose parce que les brevets sont encore pas déposés, mais c'est un produit qui va plutôt agir sur l'inflammation. Donc ça c'est notre deuxième. Toujours l'audition votre truc? Toujours l'audition. Nous on est focalisé sur l'audition. Et la particularité de Silcare, c'est qu'on travaille sur notre propre portefeuille. Mais on travaille aussi pour d'autres parce qu'on a développé des compétences assez uniques à l'international. On est basé en France et aux États-Unis. Et on va travailler pour d'autres sociétés qui, elles, vont faire de la thérapie génique par exemple et essayer de restaurer l'audition chez les enfants nés sourds. On va travailler pour ces sociétés-là. Et donc du coup c'est quoi? Je reviens là-dessus parce que c'est vrai que c'est hallucinant en fait ce que vous nous oui, ça change tout. Absolument. Et c'est quoi l'efficacité réelle? Est-ce qu'aujourd'hui vous en êtes en phase d'essai clinique? Est-ce qu'il y a des gens sur lesquels cette technologie a déjà été testée et qui ont retrouvé l'audition, ou est-ce que c'est vraiment, on en est encore au tout début et ça va prendre des années? Alors c'est pas le tout début. Quand on rentre en clinique, on a passé une sacrée étape quand même quand on est une biotech. Donc on rentre en clinique directement en phase 2. Donc pour nous ça veut dire qu'on va directement chez le patient vérifier l'efficacité du traitement. Et ça c'est important parce que sinon il y a d'autres phases à faire habituellement avant, ce qui n'est pas notre cas. Mais là il y a encore eu aucun humain qui a testé cette technologie? Non, alors aucun humain n'a testé cette technologie pour l'audition parce que notre composé, on est allé le chercher parce qu'il avait été développé initialement dans la maladie d'Alzheimer. Donc il a déjà traité plus de 2000 patients. Qu'il est hyper sécure, c'est pour ça qu'on peut aller en fait sur des phases 2 directement. Vous utilisez l'intelligence artificielle. Google a annoncé hier, Anthony Morel nous racontait ça il y a quelques instants, un super calculateur qui calcule à la vitesse plus que de la lumière 10 quadrillions d'années. C'est tellement grand qu'on ne peut pas même mesurer à quel point ça va vite. Est-ce que ça change aussi pour vous le quantique, la manière dont on fabrique la recherche aujourd'hui? Oui, alors toutes les technologies qui aujourd'hui sont mises en œuvre et délivrées au sein de la recherche nous servent bien sûr dans nos développements. Alors nous, on n'a pas encore besoin de cette capacité de calcul. Ça viendra si un jour on se dit qu'on traite et on teste toutes les personnes
au cours de leur vie sur cette audition pour pouvoir les traiter au plus tôt. Mais aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Mais évidemment, ces technologies sont extrêmement utiles pour nous. Alors, j'ai lu que vous travaillez aussi sur les liens entre perte d'audition et diabète. Alors ça, je ne savais même pas qu'il y avait un lien, mais visiblement ça fait partie des complications du diabète. Donc ça aussi, ça fait partie des enjeux sur lesquels vous travaillez. Oui, alors tout l'enjeu, nous, on va adresser une maladie qui touche 15% de la population mondiale, donc ce sont des prévalences qui sont énormes. Dans une stratégie de recherche clinique, il faut aller chercher dans cette grande population une sous-population qui va nous permettre, sur un tout petit échantillon de patients, de faire une démonstration d'efficacité. Et dans le diabète, Dans 3 km, utilisez la voie de droite pour prendre la sortie A86 en direction de Nanterre, La Défense. on a plus de 40% des patients qui ont la maladie qu'on essaye de traiter. Absolument passionnant. Merci beaucoup Célia Béline d'être venue ce matin sur le plateau de la matinale de l'économie pour nous présenter Seal Care. Dans un instant, on va revenir sur la loi spéciale. Elle sera discutée aujourd'hui en Conseil des ministres. C'est mieux si vous êtes un retraité qu'un actif à partir du janvier 2025. Raphaël Legendre dans un instant, tout de suite. Good Morning Business, la matinale de l'économie. Et 6h48, nos éditorialistes nous ont rejoints. Avec vous, Caroline Loyer, dans un instant, on va parler de Joe Biden qui s'est exprimé hier. Oui, il a dressé son bilan économique et il met Donald Trump au défi de faire mieux. Mais avant, la France et la loi spéciale. Good Morning Business, l'édito de Legendre. Le projet de loi spéciale sera examiné aujourd'hui au Conseil des ministres et clairement, Raphaël Legendre, il va plomber les comptes. Bah oui, effectivement. Alors on était déjà à 6,1% de déficit cette année et donc lanterne rouge de très loin de la zone euro. Je rappelle que la moyenne des déficits en zone euro est 3%. Cette année, nous, c'est plus du double. Et malheureusement, eh bien, avec cette loi spéciale présentée ce matin en Conseil des ministres, eh bien, ce sera probablement pire en 2025 parce que tout simplement, elle ne permet pas de contrôler les dépenses et notamment le gros morceau que sont les dépenses sociales, à commencer par les retraites qui vont augmenter de 2,2% au 1er janvier prochain. C'est 6,5 milliards de coûts supplémentaires, 4 milliards de plus que ce que prévoyait le gouvernement Barnier. Et dans le même temps, eh bien, le déficit, lui, de régime des retraites va passer de 2,6 milliards en 2023 à 10 milliards en 2025. Et si on dézoome, c'est pas que les retraites, c'est l'ensemble des comptes sociaux et de la Sécu qui est en train de glisser. Les déficits des comptes sociaux, c'était 10 milliards en 2023. Si on ne fait rien, ce sera 30 milliards en 2025. 30 milliards, ben, c'est tout simplement le pire déficit depuis 2010 si on met de côté l'année 2020 avec le Covid. La situation est donc grave et le budget PLS, le projet de loi spécial que le Parlement va adopter la semaine prochaine, n'a aucun moyen d'éviter la sortie. Alors, pour ceux que ça ne passionne pas au jour le jour, qu'est-ce qu'il y a concrètement dans la loi spéciale? Oui, alors, 3 articles. Un article pour lever l'impôt, un article pour lever la dette et un 3e article pour augmenter de 20 milliards le plafond de l'ACOS. Alors, pourquoi ce 3e article? Oui, ça, c'est peut-être plus technique. L'ACOS, c'est la banque de notre système social. Si on augmente son plafond d'emprunt, c'est parce que la CADES, la caisse d'amortissement de la dette sociale, elle ne peut plus amortir notre dette sociale. C'est-à-dire? Elle devait fermer en 2024, la CADES, créée en 96, sous Alain Juppé, qui devait déjà fermer en 2009. Eh bien, elle devait fermer ensuite, on a repoussé la date de fermeture en 2024, mais avec le Covid, on l'a autorisé à reprendre 136 milliards d'euros de plus de droits de tirage et de purger tout cela au plus tard en 2033. Alors à chaque fois qu'on repousse d'année en année, c'est quand même 20 milliards de CSG et de CRDS qu'on paye pour amortir cette dette. Eh bien, croyez-le ou pas, ces 136 milliards d'euros de tirage, on les a atteints en 4 ans à peine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut augmenter le plafond d'emprunt de la COS de 45 à 65 milliards. On a un peu des marges de manœuvre pour financer la Sécu. Mais c'est encore une fois une rustine, c'est une politique de court terme, c'est une politique de gribouille. Alors les ministres ont beau jeu de nous expliquer que la carte vitale fonctionnera encore au 1er janvier. La vérité, c'est que notre système est à bout. On a besoin d'un arsenal juridique beaucoup plus charpenté qu'une simple loi spéciale pour éviter l'accident. Il nous faut un gouvernement fort et un programme de travail solide. Et malheureusement,
à date, on a ni l'un ni l'autre. Franchement, à la fin, c'est les retraités qui gagnent. Et ça reste quand même insupportable. Si vous êtes un actif et que vous payez des impôts l'année prochaine, vous allez quand même prendre assez cher. Les tickets resto, c'est fini. La mobilité transport, ça sera pas 75%. Trouvez-moi un actif qui va être augmenté de plus de 2% l'année prochaine. Si vous le trouvez, amenez-le sur ce plateau. Par contre, les Après avoir retraités... été augmenté de 5%, 5,5% l'année dernière. Oui, d'accord. 7,5, quasiment 10 points en 2 ans. Donc, vaut mieux être un retraité en 2025. Pensez-y. Surtout si vous avez 40 ans. Allez, on parle de Joe Biden. Good Morning Business. Le monde qui bouge. Caroline Loyer a défendu son bilan économique, le président américain, tout en mettant en garde contre Donald Trump. Un bilan pour l'histoire réelle, attention, donc de son successeur. Dans un discours de près de 45 minutes à la Brookings Institution, groupe de réflexion basé à Washington, Joe Biden s'est targué d'un bilan flatteur. Donald Trump, dit-il, hérite de l'économie la plus forte de l'histoire moderne, économie que le monde nous envie. Le président sortant se félicite d'avoir redressé le pays après la pandémie. Nous avons réussi un atterrissage en douceur que beaucoup pensaient improbable. Nous sommes revenus au plein emploi et avons fait baisser l'inflation. Il est également très satisfait de sa politique pro-business. 50%. C'est crucial car les petites entreprises représentent 50% de notre PIB. Grâce à nos politiques et à la confiance des entrepreneurs de l'économie, 20 millions de nouvelles entreprises ont vu le jour sous l'administration. C'est un nombre record qui dépasse celui de tous les précédents présidentiels. C'est compliqué parce que Joe Biden, il a du mal à prouver que son bilan économique est bon. Il a perdu là-dessus. Les démocrates ont perdu là-dessus. Absolument, et on les a entendus, ces électeurs, durant la campagne, qu'ils soient républicains, indépendants ou démocrates, dénoncer la persistance des prix élevés, notamment s'agissant des denrées alimentaires et du carburant. Pour 32% des électeurs sondés à la sortie des urnes le jour de l'élection, l'économie était le sujet le plus important. Et parmi ces 32%, eh bien, l'immense majorité, 81%, a voté pour Donald Trump. Son camp a perdu, mais Joe Biden tente aujourd'hui de démontrer que la situation aurait été bien pire sans son action, mission compliquée. Je sais que beaucoup d'Américains ont du mal à le voir, admet-il, non sans amertume. Son message à Donald Trump, allez-y, il faut mieux, mais ça va être compliqué. L'économie, dit-il, est actuellement très forte, mais il précise bien, du moins pour le moment. Ces attaques étaient de plus en plus directes à mesure qu'il avançait dans son discours. Il a qualifié d'énorme erreur l'augmentation des tarifs douaniers voulus par Donald Trump. Selon lui, ce sera le consommateur américain qui en paiera le prix et non les pays étrangers. Je prie Dieu pour que le président élu rejette le projet 2025. Je pense que ce serait un désastre économique, ajoute-t-il. Le projet 2025, c'est ce programme ultra-conservateur qui pourrait servir de feuille de route à Donald Trump, même si celui-ci s'en défend. Ses critiques, ce sont les plus acerbes proférées par Joe Biden à l'encontre de Trump depuis l'élection, et elles sont à mettre en perspective. Le Parti démocrate est en crise profonde. Certains hauts responsables parlent même de la nécessité de tout revoir, de tout reconstruire. Dans ce contexte, Joe Biden met à profit ses 40 derniers jours au pouvoir pour donner et diffuser la meilleure image possible de ses 4 années à la tête de l'État. Il doit dresser aujourd'hui son bilan en matière de santé reproductive. Ralentissement de la circulation dans 3 km sur A86. Prévoyez un retard de 11 minutes. Vous êtes toujours sur l'itinéraire le plus rapide. Et là aussi, on doit s'attendre à quelques pics à l'attention de Donald Trump. Merci Caroline, le monde qui bouge, t'as retrouvé un replay et un podcast. Dans un instant, on va continuer à défendre la France qui bosse parce que j'y tiens. Nicolas Dose sera avec nous. On parlera aussi du prix de l'électricité. Les grandes entreprises ont besoin de visibilité. À tout de suite. BFM Business et RMC Découverte présentent la matinale de l'économie. Good Morning Business avec Laure Cloutier. Merci d'être sur BFM Business. Dans 200 mètres, utilisez la voie de droite pour prendre la sortie A86 en direction de Nanterre, La Défense. Et sur RMC Découverte, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est la matinale de l'économie qui continue, on est ensemble et en direct jusqu'à 9h. C'est jour de loi spéciale. Aujourd'hui, la première chose que l'on peut dire, c'est que dans la France, sans budget de début 2025, il va évoluer à la retraite. Le pire, c'est si vous êtes un actif et que vous payez des impôts, les tickets resto pour faire les courses, c'est bien, c'est plus possible. Le remboursement à 75% de l'abonnement de transport, plus possible. Par contre, les retraites, elles vont être revalorisées de 2,2. Utilisez la voie de droite pour prendre la sortie A86, puis utilisez les deux voies de droite pour tourner légèrement à droite et prendre la bretelle A86. 2% au 1er janvier. Mobilisation générale pour défendre la France qui bosse dans un instant avec Nicolas.
compétitivité. Total, Safran, combien sont-ils à prévenir qu'ils iront s'implanter ailleurs si la France continue à ne donner aucune visibilité sur le prix de l'électricité et à s'obstiner à devenir champion olympique des délais d'implantation de sites? Vous entendrez ce matin Patrick Pouyanné, Olivier Andriès et Luc Raymond et même le chiffre sont avec nous à 8h30. L'actualité, c'est aussi avec David Debus. 3 titres à la une. Censure oblige les clubs de jour parisiens contraints de fermer. Lancement imminent. Utilisez les deux voies de droite pour tourner légèrement à droite et prendre la bretelle A86. Pour la future constellation de satellites européens, percée majeure pour Google dans l'informatique quantique. Alors justement, ce matin, on va beaucoup parler quelques mathématiques, IA, réglementation européenne avec notre invité Sébastien Bissoff, directeur général de Google France. Ne ratez pas ce rendez-vous, il sera avec nous à 8h15. C'est au pile, Good Morning Business, c'est parti. Votre rendez-vous avec le CELO 2025, le seul salon transport et Continuez sur A86 pendant 14 km. logistique, sans stand, sans exposants, sans visiteurs. Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr. Et on commence avec le projet de loi spéciale qui doit être présenté aujourd'hui au Conseil des ministres. Avec ce texte, l'exécutif va pouvoir assurer la continuité de l'État. Conséquent. Dans 500 mètres, prendre la sortie D911 en direction de Épinay-sur-Seine, Gennevilliers Village. De la censure qui a fait tomber le gouvernement Barnier et qui va aussi avoir un impact sur le pouvoir d'achat. À défaut de gouvernement et donc de PLF 2025, eh bien de nombreuses mesures budgétaires ne verront pas le jour. Un blocage qui risque d'avoir un impact sur la consommation et donc sur la croissance. Hélène Cornet. Vous ne pourrez bientôt plus payer toutes vos courses avec des titres restaurants. La prolongation du dispositif au-delà du 31 décembre a été suspendue, faute de budget 2025. Une conséquence directe de la censure pour 5 millions de Français. Même chose pour le remboursement à 75% de l'abonnement transport. On revient dès l'an prochain à 50% maximum. Un coût supplémentaire de 259 € sur l'année pour les actifs en Île-de-France, par exemple, a calculé le sénateur des Alpes-Maritimes. Des sommes qui vont alourdir le budget contraint des ménages, et c'est sans compter les possibles hausses d'impôts qui seraient automatiquement indexées sur l'inflation si les barèmes d'imposition ne sont pas bientôt Prendre la sortie D911. redéfinis. La dégradation annoncée du marché du travail pourrait également freiner la consommation et favoriser une épargne de précaution. Dans 300 mètres, prendre à droite sur avenue Marcel Paul, D911. Avec une telle incertitude, peu de cabinets d'études veulent se lancer dans des prévisions. Ce qui est sûr, selon Asteret, Continuez sur A86 pendant 4 km. c'est que cela ne va pas dans la bonne direction. Et toujours à propos du projet de loi spécial, le Conseil d'État a tranché. L'indexation du barème de l'impôt sur le revenu n'a pas vocation à figurer dans le texte. Saisi par le gouvernement, la plus haute juridiction administrative juge que l'indexation modifierait les règles des impôts existants. Plusieurs groupes politiques veulent déposer des amendements pour éviter une hausse de l'impôt sur le revenu, voire même l'entrée dans l'impôt d'environ 300 000 ménages. Voilà, par contre, pour les retraites, là on est bien sûr, toutes les pensions de retraite vont augmenter de 2,2% au 1er janvier. Une revalorisation à hauteur de l'inflation bien supérieure à ce qui avait été programmé par le gouvernement dans son budget de la Sécu et résultat de la motion de censure qui ajoute une dépense de 6,5 milliards d'euros dans les comptes de la Sécu. Les 7 clubs de jeux parisiens vont devoir baisser le rideau le 31 décembre prochain et là encore c'est une conséquence directe de la censure du gouvernement. Ces établissements, il faut le savoir, sont sous le régime d'une expérimentation qui devait être prolongée d'1 an via le projet de loi de finances qui a été suspendu. Environ 1500 emplois sont menacés. En attendant le projet de loi spécial, Éric Lombard, lui, s'engage à garantir le bon fonctionnement de la sécurité sociale pendant cette période de flottement. Le directeur général de la Caisse des dépôts l'a dit hier soir à Edwige Chevrillon sur BFM Business. Dans 3 km, prendre la sortie 8B vers D410, Saint-Denis-Centre. La sécurité sociale, c'est un des grands budgets de la publique à côté de l'État. Et donc, comme l'État, dans le loi spécial, devra autoriser l'ACOS, qui est l'agence qui s'appelle maintenant le CEF Il est 7h22. à emprunter
pour financer son activité courante. Et puis les remboursements des Français qui évidemment ne vont pas cesser. Je tiens à rassurer les Françaises et les Français, les remboursements de la sécurité sociale seront assurés. Et en tant que banquier de l'URSSAF, eh bien, nous mettrons en place. Alors, l'URSSAF se finance surtout sur les marchés financiers, mais effectivement, parfois, c'est complété par des prêts de la Caisse des dépôts, et nous mettrons en place les prêts qui sont nécessaires s'il faut compléter les financements de marché. Le flou politique pèse également sur le moral des entrepreneurs. D'après le baromètre annuel Archifop, 94% des patrons estiment que la situation ne va pas s'améliorer dans les 6 prochains mois. Ils envisagent un recul de leur activité, et quand on n'a pas le moral, eh bien, on n'investit pas. Écoutez, Denis Legault, le président du cabinet Arc. On le voit aujourd'hui en investissement parmi nos partenaires, nos clients. Il y a vraiment un souhait en cette fin d'année là d'investir sur les projets la stricte nécessité. Par contre, beaucoup de projets sont en attente. Donc on voit la pause, l'évolution. Aujourd'hui, on ressent qu'on est en train de permettre ces chiffres, c'est que les gens ont besoin de confiance pour investir. Donc, premier problème de la France, on est obsédé par la retraite. Deuxième problème, la compétitivité et la question des prix de l'énergie. Hier, le PDG de Total Energy a entamé un bras de fer contre celui d'EDF sur les prix de l'électricité. C'était lors du colloque de la Fédération des électriciens. Patrick Pouyanné a encouragé l'État à subventionner les industriels. Hors de question, lui a rétorqué Luc Rémont, le patron d'EDF, qui s'oppose à toute régulation. Mathieu Pechberti. C'est une prise de bec inattendue entre le patron de Total Energy et le PDG d'EDF. Les industriels électro-intensifs ne parviennent pas à décrocher les prix. Radar fixe à 500 mètres. Prix bas qu'ils réclament à EDF depuis 1 an. Ils menacent de délocaliser leurs usines vers les États-Unis où l'électricité est moins chère. Pour faire avancer la négociation, le très libéral Patrick Pouyanné en appelle pourtant à l'État. Si Radar fixe à 300 mètres. La France veut une politique de réindustrialisation, elle a des choix à faire. Comment j'aide les industriels pour acquérir de l'énergie Christine moins chère. Dans 400 mètres, prendre la sortie Minby vers D410, Saint-Denis-Centre. En faisant quelque part des péréquations avec notre client, c'est un choix politique. Ça. Le PDG de Total Energy a rencontré il y a 2 jours le régulateur de l'énergie. Prendre la sortie Minby. Et ils militent ensemble pour davantage de subventions. De son côté, le PDG d'EDF ne veut pas que l'État interfère dans ces négociations avec eux. Dans 200 mètres, continuez tout droit sur boulevard Anatole France, N410. Les industriels et Continuez tout droit sur boulevard Anatole France, N410. Continuez sur A86 pendant 800 mètres. Petit écart avec certains États des États-Unis, cet écart est en train de se combler rapidement. Est-ce qu'il faut réguler le secteur électrique? Par exemple, c'est deux. l'Ukrainien refuse de céder à la pression. Il sait qu'en baissant ses prix pour les industriels, son rival Total Energy s'engouffrera dans la brèche pour demander de mettre à l'enquête. Dans 500 mètres, prendre la sortie 9 pour D30 en direction de la Pont-Neuf Center, Aubervilliers. Lors du même colloque, Patrick Pouyanné a demandé un délai de grâce pour l'AREN. Le patron de Total Energy plaide pour que l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique soit prolongé de 2 ou 3 ans. Prendre la sortie 9. Créé en 2011, l'AREN doit être remplacée d'ici 1 an par un système de régulation fondé sur la politique commerciale d'EDF, un système de gré à gré qui peine. Dans 200 mètres, utilisez la voie de droite pour tourner à droite sur avenue du Stade de France. Au feu, utilisez la voie de droite pour tourner à droite sur avenue du Stade de France, puis prendre à droite sur rue des Bretons. Dans 3 km, prendre la sortie 1 en direction de l'aéroport Charles de Gaulle, Lille. À se mettre en place. Dans le journal de 7h30, vous entendrez Patrick Pouyanné et Luc Rémont. Là, ils n'étaient pas d'accord sur les questions de prix de l'électricité, mais sur les délais pour développer le renouvelable. Alors là, vous verrez qu'ils tombent clairement d'accord. Ce que fait la France ne va pas du tout. C'est beaucoup trop long. ACC a décroché un nouveau prêt bancaire, près de 1 milliard d'euros. Une enveloppe qui va permettre de financer la construction de la 2e ligne de fabrication de batteries haute performance du fabricant franco-allemand. Ce sera la 2e ligne de fabrication à Billy-Berclau dans le Nord. Elle permettra de livrer pour la première fois des batteries à Mercedes, en plus de fournir le groupe Stellantis, qui est pour l'instant l'unique client de la première ligne de production.
Allez, on passe aux bonnes nouvelles. L'Europe s'apprête à retrouver un peu de souveraineté spatiale. Information BFM Business. Effectivement, c'est tout l'enjeu de la naissance de Iris Square. C'est le nom de la future constellation de satellites européens. Et selon nos informations, le contrat doit être signé lundi prochain à Bruxelles. Avec Iris Square, les 27 vont disposer de leur premier réseau de satellites de télécommunications. Jean-Baptiste Huet. C'est un projet à 10 milliards d'euros. D'ici 2030, ce sont 300 satellites qui tournoieront au-dessus de nos têtes en orbite basse pour fournir aux gouvernements européens, aux armées, aux organismes d'État des services de télécommunications sécurisés made in Europe, ainsi que des services commerciaux. Un projet qui avait été porté par Thierry Breton, alors commissaire européen. Une question de souveraineté au moment où ces réseaux de satellites se développent à toute allure à travers le monde, à l'image de Starlink aux États-Unis. Radar fixe à 500 mètres. États-Unis. D'après nos informations, le contrat doit donc être signé lundi prochain à Bruxelles. Dans un premier temps, 2,4 milliards d'euros ont été mis sur la table pour amorcer le projet. Au total, le financement se répartira à 60-40 entre l'Union européenne et les industriels. C'est un consortium SpaceRise qui est en charge du projet. On retrouve notamment Intelsat, Orange. Dans 700 mètres, prendre la sortie à en direction de l'aéroport Charles de Gaulle, Lille. L'allemand Hispasat, l'allemand OHB, l'italien Telespazio, ainsi que Thales et Airbus. Un mécano industriel bien complexe. Les discussions ont été vives ces derniers mois pour se mettre d'accord, aussi bien du côté des industriels que des États, mais devant prendre la sortie à l'importance des enjeux, c'est la raison qui est importante. Moins 7% quasiment pour les titres Kovac qui ont les échanges électroniques à New York, le géant américain. Continuez sur un lieu pendant 3 km. Un service informatique a déçu avec des résultats en deçà des attentes. Oracle affiche pourtant un chiffre d'affaires d'un peu plus de 14 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 9% sur un an. Google annonce une percée majeure dans l'informatique quantique. Dans le code Willow, c'est une puce électronique de nouvelle génération, un processeur quantique qui réalise en 5 minutes des calculs qui prendraient quasiment. Dans 500 mètres, prendre la sortie 12 vers le Mont-Mignon, Paris. 10 quadrillions d'années. Un super calculateur classique pour avoir une idée de ce que ça représente. C'est plus que l'âge de l'humain. Prendre la sortie 12. On ne sait pas tellement, c'est grand. À quoi ça sert? On posera la question à Sébastien Missel, le directeur général de Google France. Radar mobile à 100 mètres. Dans 150 mètres, au rond-point, prendre la troisième sortie à 86 vers la Courneuve Centre, Aubervilliers. Continuez sur A86 pendant 1 km. Il sera avec nous dans une heure. Toujours à bord de Google, l'hégémonie du G. Ralentissement de la circulation dans 2 km sur A86. Prévoyez un retard de 6 minutes. Vous êtes toujours sur le meilleur itinéraire. Américain est contesté dans le secteur des moteurs de recherche. Avec la montée de l'intelligence artificielle, de nombreux concurrents apparaissent et ils grignotent peu à peu des parts de marché. Autre facteur à prendre en compte, les utilisateurs ont modifié leur façon de surfer en ligne. Dans 600 mètres, prendre la sortie 13 vers N186, Drancy. Vous cherchez un bon restaurant pour aller dîner. Si avant, votre premier réflexe était de vous rendre sur Google pour trouver la perle rare en épluchant les avis et les notations des clients, il est désormais possible sur un moteur de recherche basé sur l'IA, comme SearchGPT. Prendre la sortie 13, puis rejoindre rue de la station. Dénoncez clairement votre demande et en un rien de temps, des adresses sortent du lot. Aujourd'hui, ChatGPT représente déjà plus de 4% des recherches web devant le moteur de recherche Bing et sa part de marché devrait fortement augmenter dans les prochaines années, comme l'analyse Frédéric Simotel, notre spécialiste tech. Oui, demandez autour de vous en entreprise, vous allez voir que tous ceux qui sont un peu adeptes de l'IA commencent à... Dans 300 mètres, au rond-point Diderot, prendre la troisième sortie sur rue Diderot. passer davantage par SearchGPT, par Perplexity plutôt que par Google. Et pour Google, c'est un danger parce que si ça s'accélère, eh bien Google qui a son business. Ralentissement de la circulation dans 1,5 km sur A86. Prévoyez un retard de 14 minutes. Vous êtes toujours sur le meilleur itinéraire. Modèle qui repose sur ces liens publicitaires de son moteur de recherche, eh bien, n'aura plus cette source de revenus. Et donc là, il y a tout un modèle à réinventer. Autres acteurs qui rebattent les cartes, les réseaux sociaux. Reddit vient par exemple de lancer Reddit Answers, son nouvel outil conversationnel boosté à l'IA. X a lui lancé Grok, même Amazon a aussi son chatbot. Et ce constat, aujourd'hui, 1 jeune sur 5 privilégie
effectuez les recherches sur TikTok plutôt que sur Google. 7h11, la bourse. Antoine Arrigoni depuis la salle des marchés de BFM Business. Antoine, on est prudent sur les marchés, on attend le chiffre de la semaine. Votre signal GPS disponible. Recherche satellite. Et 14h30, évidemment, l'inflation américaine. Alors on attend des prix de détail qui vont rester sur une tendance légèrement haussière. On va passer de 2,6 à 2,7% en glissement annuel en novembre. Pas de quoi rabattre les cartes de politique monétaire de la Fed, mais il faut rester vigilant. Évidemment, au milieu de tout ça, on a des indices boursiers qui globalement stagnent. À Paris, après 8 séances de hausse consécutives, on a consolidé. Hier, on a pris quelques profits, mais pour ce matin, pas de reprise attendue. On devrait rester sur une légère baisse sous les 7400, en suivant encore une bourse américaine qui plafonne très très nettement depuis quelques séances. On a un momentum favorable aux actions européennes. Ça, c'était pendant une dizaine de jours jusque-là. Et là, on se remet à plafonner un petit peu, ainsi que les places asiatiques qui sont indécises également ce matin. Et un mot de l'or qui est reparti à la hausse. Oui, mine de rien, on va passer le cap des 6% de gains sur les 30 derniers jours. On se rapproche à nouveau du plus haut historique des 2801 $ qui avait été signé fin octobre. Alors sur fond d'incertitude, besoin d'adosser les politiques budgétaires et monétaires sur du solide, sur du tangible. Et les banques centrales sont toujours à l'achat sur l'or, sur les marchés. Pour preuve, les chiffres d'achat du mois d'octobre. Les achats d'or par les banques centrales sont au plus haut de l'année avec 60 tonnes au total sur 30 jours. On va largement dépasser les 700 tonnes achetées sur l'année. On va rester sur les niveaux de 2023-2022. Les banques centrales chinoises, indiennes et turques qui sont toujours les plus gros acheteurs. Un euro-dollar pour terminer, on est à un peu plus d'1,05, mais pression assez forte et on risque de passer sous ce niveau symbolique. Merci Antoine, on se retrouve dans une heure. Mobilisation générale ce matin avec Nicolas Dose pour la France qui bosse. Good Morning Business, l'édito. Oui, parce que ça m'énerve ce matin. Ça m'énerve, il pense qu'à ses retraités, les retraites qui vont augmenter de 2,2% au 1er janvier. Par contre, du côté du pouvoir d'achat des actifs et de ceux qui payent des impôts, alors là, on n'a que des mauvaises nouvelles. Oui, alors, j'y reviens. Il faut bien voir que c'est pas le retraité ou les retraités qui sont responsables. Ce sont des choix politiques, ce sont des mécanismes institutionnels qui conduisent effectivement à avoir avec cette loi spéciale une indexation totale sur l'inflation. Je veux bien comprendre. Et vous étiez avec nous dans ce combat. Non, mais d'accord. Je veux juste quand même dire que je suis pas en train d'attaquer les retraités. C'est toujours les mêmes qui gagnent. C'est toujours les mêmes. Voilà. Les grands gagnants sont les retraités. Ils ont fait plus 5,3% en 2024. Ils font plus 2,2. On devait dépenser 2,5 milliards de plus en 2024 vers 25 avec le budget initialement prévu. On va dépenser 6,5 milliards de plus. Donc effectivement, il n'y a aucun problème. Ce sont une fois de plus les retraités les grands gagnants. Il faut bien voir que les montants du trou du régime général des retraites commencent à atteindre des niveaux inquiétants. En 2023, on était à 2,6 milliards, moins 2,6 milliards. Cette année, on est à moins 6,5 milliards. L'an prochain, on est à moins 10 milliards. Juste comme ça, attention à ceux qui ont la tentation extraordinaire de vouloir faire une grande réforme des retraites en ramenant l'âge de départ à 62 ans, voire en prenant 60 ans. S'il y a bien un truc que les gens qui prennent de l'argent regardent de près, c'est la stabilité politique et l'âge de départ à la retraite, réforme ou contre-réforme des retraites. Et effectivement, vous le prenez en face les grands perdants. On va dire ceux qui payent de l'impôt sur le revenu. Il y a des retraités qui payent de l'impôt sur le revenu. Qui paye des impôts sur le revenu. Mais qui au passage se retraiter à effectivement. Celui qui nous écoute ce matin, qui veut. Alors celui qui nous écoute effectivement, qui a assujetti à l'impôt sur le revenu, il va craquer parce que le Conseil d'État a dit qu'on ne pourra probablement pas mettre ce fameux amendement qui permet de relever le barème. Et les Coquerel a eu une idée un peu saugrenue hier en disant puisqu'on reconduit tout à l'identique, on doit reconduire le nombre d'assujettis à l'identique, donc on va avoir un relèvement mécanique. Un moyen pour montrer cherche un moyen. Boris Vallaud pour le PS nous dit bon, de toute façon, s'il y a l'amendement, le Conseil constitutionnel, il faut le saisir, il ne s'auto-saisit pas. Donc si personne ne le saisit, c'est ce qui se passera, ça va passer. À mon avis, ça ne va pas passer cette histoire d'amendement. Mais effectivement, vous avez des retraités qui payent de l'impôt sur le revenu et qui donc sont aussi parmi les perdants de cette hausse de l'impôt sur le revenu. Sauf que l'actif, il a plein d'autres raisons de considérer que la loi spéciale va le pénaliser. Celui qui bénéficiait de la dérogation pour élargir son panier d'achat et petit resto au supermarché, c'est fini. Celui qui bénéficiait d'un remboursement de 75% sur l'abonnement de transport par l'employeur, c'est fini. Celui qui rêvait d'une extension du prêt à taux zéro, c'est pas un truc qui a été fait pour les vieux, le prêt à taux zéro. C'est un truc sous condition qui a été fait pour les primo-accédants. Et généralement, le primo-accédant, il n'a pas 70 ans. Voilà. Celui qui espérait un coup de pouce sur les transmissions de donations, terminé. Il n'y en a plus. C'est généralement plutôt l'actif et plutôt le jeune qui espérait voir éventuellement une donation anticipée de la part des plus âgés. La dissolution, la censure,
l'absence de budget. Tout ça alimente des inquiétudes de dingue, tout le monde fait pause sur les embauches, voire appuie sur le bouton débauchage, donc le chômage va repartir à la hausse. La première victime de la hausse du chômage, c'est bien sûr l'actif, c'est pas le retraité. Donc oui, c'est un fait, chaque retraité individuellement n'a aucune forme de responsabilité, mais c'est toujours les mêmes qui gagnent et toujours les mêmes qui trinquent. C'est là, je suis d'accord. Et mobilisation générale. Mobilisation générale. La première mobilisation, c'est qu'il faudrait trouver une solution juridiquement acceptable pour ce fameux amendement en loi spéciale, mais visiblement, c'est quand même très très mal barré. Vous avez vu que même les cercles de jeux parisiens pourraient être touchés parce qu'ils étaient sous un régime spécial qui n'a pas été reconduit pour l'année prochaine. Quand vous commencez à regarder sujet par sujet, point de détail par point de détail, ce que implique cette loi spéciale avec ses 3 voire 4 articles, vous vous rendez compte que les effets de billard sont vraiment très importants. Et d'ailleurs, c'est tellement difficile d'avoir une vision très claire qu'on s'est dit un temps que ça allait être une bonne nouvelle budgétaire, parce que ça allait serrer le kiki un peu partout. Mais en fait, ça entraîne du coup maintenant aussi des dépenses qui n'étaient pas prévues, comme les 4 milliards de plus sur les retraites. À l'arrivée, c'est probablement un budget qui va être déstabilisant pour l'ensemble de l'activité. Trouvez-moi un actif qui l'année prochaine va être augmenté de 2%. Franchement, si vous en trouvez un sur le plateau, je le prends à 7 euros. Augmentation de salaire pour l'année prochaine, vous êtes à 2% max. Il y a une petite différence entre les fonctionnaires et les privés sur notamment les remboursements transport. Enfin, c'est pas ça qui vous gonfle le pouvoir d'achat de manière. Vous avez rejoint le mouvement de mobilisation générale et j'en suis très. Mais encore une fois, c'est pas le retraité d'aujourd'hui touche plus que ce qu'il a cotisé. Mais il y est pour rien fondamentalement. C'est là où c'est super compliqué. À demain, il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue l'émission. Nicolas, nous avons d'autres invités dans ce plateau. Je vous dis. On fait la faute à qui là? Demain, le choix du 7-20. Good Morning Business, le choix du 7h20. On va parler médias, on va parler presse avec François Morinière. Bonjour, merci d'être sur ce plateau. C'est très animé ce matin. Vous êtes le nouveau président du directoire de Bayard depuis le 1er novembre. Un mandat pour 4 ans. Bayard qui publie La Croix, Le Pèlerin, Notre Temps, mais aussi, et c'est important, Pomme d'Api, Astrapi, Okapi ou Gemini. Vous voulez tous ces titres, un groupe de presse catholique indépendant. Vous avez bossé à l'Équipe, vous avez bossé à l'AFP. Qu'est-ce que ça change d'être détenu par une congrégation religieuse? Bonjour d'abord à tous les téléspectateurs. Ça change que le travail se situe dans un temps long, puisque cette congrégation est propriétaire de Bayard depuis 151 ans. Et donc elle a une vision long terme de ses actifs. Et donc elle nous donne du temps pour travailler. Donc ça c'est pour moi déjà un premier point qui a beaucoup de valeur. Le deuxième point, c'est qu'elle a une vision quand même de la société, qui est celle du dialogue, à la lumière des évangiles. Et donc ça nous donne aussi une mission et une raison d'être qui sont très forts. Et puis on a traduit tout ça dans le fait des sociétés de mission pour rejoindre un peu cette ambition de la congrégation il y a 2 ans. Donc voilà, c'est un écosystème particulier avec du temps, de la vision et un sens de la mission. C'est important ce que vous dites sur la question du vivre ensemble, c'est-à-dire que les titres que vous déployez doivent promouvoir une vision de la société apaisée et non pas appuyer sur tout ce qui nous divise. On essaye. C'est particulièrement crucial en ce moment. Effectivement, c'est de créer des espaces de dialogue, d'écoute réciproque. Donc voilà, on travaille dans ce sens-là. Il y a quelques jours, on a réuni des milliers de lecteurs avec la Croix autour de discussions, faut qu'on parle avec Brut. Dans 150 mètres, restez sur la voie de gauche pour continuer sur A86. Les gens aient le temps d'échanger, de se comprendre sur des points de vue différents. Et on a, je pense, un rôle très particulier à jouer en ce moment. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui a fait qu'il y a eu un début de grève chez Bayard il y a quelques temps, avec une nomination qui n'allait pas à l'entreprise, enfin au personnel de l'entreprise, avec un projet de rachat de l'ESJ, un actionnaire qui dit « Ok, ça va pas, ça vous plaît pas, je peux revenir en arrière ». Vous pensez que c'est lié à ça, cette vision-là? D'abord, c'est pas l'actionnaire, c'est la direction du groupe qui a pris des décisions, c'est le directoire, donc le père Dominique Grener et moi-même, qui est assomptionniste d'ailleurs. Donc on a le dialogue, il est au cœur d'entreprise, il est vif parfois, et je pense que la volonté d'apaisement, elle était là, donc il faut regarder devant. Restez sur la voie de gauche pour continuer sur A86. Et je pense que le point sur lequel on se rassemble, c'est justement la vision économique de ce que doit faire chez Bayard pour transformer l'entreprise, pour assurer sa pérennité justement. Et là-dessus, on s'est tous retrouvés, je crois. Mais on connaît les directions jusqu'au boutiste. Là, c'est pas oui, c'est pas mon style et c'est pas notre style. Et voilà, il y avait une incompréhension, il y a une campagne venue de l'extérieur.
Il y avait je pense des émotions. Et quand on est face à des émotions, il faut les calmer, essayer de les comprendre. Donc je pense que c'est ce qu'on a fait tranquillement. Voilà. Qu'est-ce qui fonctionne le plus dans vos titres? Évidemment, c'est pas facile pour la presse papier. Ça... Continuez sur A86 pendant 3 km. On va pas revenir dessus, mais c'est quoi le virage que vous prenez? Qu'est-ce que vous mettez le plus en avant? Écoutez, les titres qui se portent le mieux, ce sont les titres effectivement pour la jeunesse, avec les marques que vous avez citées. Bien sûr, j'aime lire. J'aime lire. Toujours là quand même, depuis combien de temps j'aime lire? J'espère que vous l'avez lu, vous. Bah bien sûr, je l'achète pour les enfants, évidemment. Très bien, mais Il y a continuez. plus Tom et Nana, mais bon, on en Il y a parlera en antenne. Il y a des très belles offres pour Noël, donc j'invite tous les parents à abonner leurs enfants. Donc c'est des titres jeunesse qui marchent très bien, bien sûr. Aussi des titres qu'on appelle grand public, comme Notre Temps. Il y a aussi le magazine Pèlerin, qui est le plus vieux magazine de l'entreprise, qui a été créé en 1875-80, je crois. Et donc, vous voyez, il y a des joyaux dans cette couronne qui sont magnifiques. Objectif désormais, diversification à l'international avec une vision vers l'Afrique. Alors, si vous voulez, les usages que nous vivons sont en pleine transformation, justement avec la prise de place considérable du numérique dans nos métiers. Ce sont des transformations d'usage qui ne sont pas forcément toujours créateurs de valeur, comme vous le savez. Donc on a besoin d'aller chercher des nouveaux métiers qui sont plus pérennes, en tout cas plus solides financièrement, c'est pas une question de pérennité, pour pouvoir asseoir un équilibre plus fort de l'entreprise. Et donc c'est ce qu'on cherche à faire, c'est ce qu'on voulait faire et c'est ce qu'on va faire en mettant quelqu'un sur ces sujets de développement. Ça peut être des nouveaux métiers, ça peut être des nouvelles géographies, vous en avez parlé. Je rappelle que Bayer a été une entreprise qui était très innovante. Il y a déjà très longtemps, elle faisait des caméras de télévision, des caméras de cinéma, elle produisait des films, elle a fait des courses cyclistes. Donc si vous voulez, l'événementiel par exemple était au cœur de la stratégie, puisque Pèlerin a été créé comme un magazine pour unir les pèlerins qui allaient à Lourdes pour le pèlerinage du 15 août, qui a été créé par l'Assomption. Vous voyez, donc il y a déjà un lien, comme dans beaucoup de médias, entre l'événementiel et le média. Donc c'est des racines qu'on peut retrouver. Moi je crois toujours à ce que l'entreprise reparte de ses racines, de ce qu'elle a vécu, parce que c'est très éclairant pour l'avenir. Donc, et puis effectivement, vous avez parlé d'international. On a une petite activité en Afrique. L'Afrique est un énorme bassin, notamment de croyants catholiques. Et donc, on a des médias certainement qui pourraient rencontrer ce public en les adaptant, en travaillant avec des équipes sur place. Donc, c'est forcément aussi pour nous un axe de développement pour le futur. Alors, vous êtes aussi un passionné de football. Il se dit que vous allez remplacer Cyril Linette au conseil d'administration de la LFP. C'est fait ou c'est en cours? C'est en cours et ça va se faire très vite, très rapidement. Bon, ça vous intéresse toujours, c'est toujours la LFP, un sujet qui vous passionne. Vous avez dit dernièrement que le conseil d'administration de la LFP, ça servait pas à grand chose. Si, ça va servir à quelque chose. Écoutez, on m'a demandé de revenir, c'est les familles du football notamment qui m'ont sollicité pour reprendre ce siège qui était vacant. J'ai beaucoup de choses à faire, mais si je peux les aider, je le ferai volontiers. Beaucoup de choses à faire, notamment dans l'état du football français et du financement du football français. On apprenait encore ce matin qu'il y a des comptes qui sont très très largement dans le rouge avec la baisse des droits télé sur la Ligue 1. Ça, c'est un chantier prioritaire. Pour la Ligue de football, c'est un chantier prioritaire. Tous les présidents l'ont évoqué après la réaction de Vincent Labrune. Les suites de l'appel d'offres de droits télé compliquent énormément la tâche pour les clubs qui ont une dépendance aux droits télé très forte. Donc c'est un travail de longue haleine pour modifier le modèle, parce que je ne crois pas qu'à court terme les droits télé vont augmenter. Et donc il faut mener des réformes. Trouver de l'argent ailleurs. Exactement. Et je pense que les clubs sont engagés pour le faire. Il y a une équipe à la tête de la Ligue qui est aussi consciente de tout ça. Autre info qu'on apprenait ce matin. Non, mais simplement aussi des conséquences aussi humaines et sociales pour les clubs. C'est aussi pour ça que je suis près des familles, parce qu'évidemment il y a 40 000 emplois indirects et indirects. Il y a l'inquiétude dans les familles du football, tous les gens qui travaillent pour le football. Et il faut aussi que ces virages soient menés en bonne concertation avec eux, et c'est aussi quelque part un peu ce que je dirais au conseil. On apprenait ce matin que c'est J11 qui va reprendre le Stade de France, qui va s'en occuper. C'est une concession pour 30 ans. C'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je crois que c'est l'année de gloire de J11. Oui, ça c'est sûr, après les JO. Après le tour de force des JO qui a été réalisé de façon remarquable, J11 consolide sa position de leader mondial. C'est une entreprise exceptionnelle qui est présente sur tous les marchés dans le monde, en Asie, en Chine, en Afrique, au Moyen-Orient. Donc c'est un fleuron français privé qui gagne cet appel d'offres et je pense que c'est une bonne nouvelle pour le Stade de France. Merci beaucoup d'être venu ce matin. François Morinier, président du directoire de Bayard. Abonnez-vous à J'aime lire, ça n'a pas bougé depuis 40 ans. C'est toujours aussi bien. Mais dans un instant, le journal de 7h30, on va revenir sur le Crédit Agricole qui cherche son nouveau directeur général. On a 2 noms, on va vous les donner. Et puis EDF et Total Energy sont d'accord sur une chose, les délais pour l'implantation des renouvelables, c'est infernal. Tout de suite. Sur BFM Business et sur MC Découverte. Merci.
Merci d'être avec nous. Le journal, c'est avec David Delos. 3 titres à la une. Le Crédit Agricole cherche son nouveau directeur général. Pour EDF et Total Energy, c'est l'enfer d'investir en France. La Caisse des dépôts ne compte pas vendre ses parts dans Suez. La liste des prétendants à la succession de Philippe Brassac se resserre. Le directeur général du Crédit Agricole doit passer la main au printemps prochain. Après un conseil des nominations dans les jours à venir, un conseil d'administration est programmé le 17 décembre, mardi prochain, et le nom du remplaçant de Philippe Brassac pourrait alors être définitivement arrêté. 2 candidats tiennent principalement la corde. Caroline Morisseau. Au sein de CASA, la structure cotée, un candidat semble tout désigner, Olivier Gavalda, 61 ans. Ce n'est pas un hasard si Philippe Brassac, l'actuel directeur général, lui a confié l'ensemble des métiers de la Banque universelle, nous dit un ancien responsable du Crédit Agricole. C'est un signal fort de sa volonté d'en faire son successeur. Du côté des caisses régionales, l'actionnaire de contrôle en revanche, on insiste sur le point faible d'Olivier Gavalda. Compte tenu de son âge, il ne pourra rester que 4 ans. À l'inverse, on vante les atouts de l'autre grand favori, Gérald de Grégoire, l'actuel directeur général adjoint du pôle client et développement. Lui n'a que 50 ans, il coche toutes les cases, il a dirigé une caisse régionale et c'est le seul à avoir un profil international, nous dit-on, en référence à son passage au Crédit Agricole en Italie. Reste à savoir si la banque osera franchir le pas en choisissant le Benjamin, à moins qu'elle n'opte pour une forme de compromis. 2 autres noms continuent de circuler, Michel Ganzin, 57 ans, l'actuel patron de la Caisse d'Île-de-France, ou encore Stéphane Priami, 59 ans, et l'actuel patron des activités de crédit à la consommation et financement automobile. Alors il se passe beaucoup de choses au Crédit Agricole ces derniers temps. Succession, mais aussi question de consolidation. Le Crédit Agricole est surtout les fronts en Europe. Avec sa filiale Amundi, la banque tente de jouer un rôle central dans la consolidation des grands gestionnaires d'actifs. Elle tente également de renforcer ses positions en Italie, où le secteur bancaire est en pleine recomposition. Le Crédit Agricole est notamment un acteur clé du dossier Banco BPM. Mathieu Pechberti. Le Crédit Agricole a la pression pour maintenir ses positions. Sa filiale de gestion d'actifs Amundi tente de s'allier avec un concurrent pour grossir. Face aux géants américains BlackRock ou Vanguard, la course à la taille est lancée en Europe. Au printemps, Amundi a bien essayé de racheter la filiale de gestion d'AXA, mais le grand rival BNP Paribas lui a raflé la mise en quelques semaines. Le Crédit Agricole tente désormais de racheter le gestionnaire d'un autre assureur, celui de l'allemand Allianz. Selon nos informations, leurs discussions butent sur les valorisations et la gouvernance, mais elles ne sont pas rompues. La banque mutualiste essaye aussi de tirer parti de la consolidation du marché bancaire italien. Unicredit a lancé une offre de 10 milliards d'euros sur la 3e banque du pays, BPM, dont le Crédit Agricole détient 10% du capital. Il vient de monter à 15% et envisage d'aller jusqu'à près de 20%. Il se place en position de force pour ensuite négocier la vente de sa participation, en contrepartie d'une extension de ses partenariats dans le crédit à la consommation et l'assurance avec BPM et dans la gestion d'actifs avec Unicredit. La Caisse des dépôts ne lâchera pas Suez. Éric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts, l'a assuré hier sur notre antenne. Il ne vendra pas sa participation dans le groupe de gestion des eaux. Réaction au départ de Sabrina Soussan, la PDG de Suez, poussée à la démission par son premier actionnaire, Thierry Dégaut, le patron du fonds Meridiam, qui voudrait, lui, monter au capital. 7h33, Patrick Pouyanné et Luc Rémont ne sont pas toujours d'accord, notamment sur la question de la régulation de l'électricité. Mais il y a un point qui les réunit, ce sont les délais de déploiement dans les renouvelables qui sont beaucoup trop longs. Les patrons de Total Energy et d'EDF s'exprimaient hier lors d'un colloque de l'Union française de l'électricité. À cause de la bureaucratie et des lenteurs administratives, ils estiment que c'est l'enfer d'investir dans les énergies renouvelables en France. Je ne comprends pas pourquoi on est capable de rénover Notre-Dame en 5 ans et qu'on n'est pas capable d'avoir les mêmes processus pour construire des usines solaires ou éoliennes en France. Il y a un truc qui m'épate, on n'est pas organisé, il manque un général là-dedans. Mais c'est pas l'intérêt. Et on a fait une loi d'accélération des renouvelables qui a tout ralenti. Patrick disait tout à l'heure, c'est l'enfer d'investir en France. C'est vrai. C'est vrai, c'est l'enfer d'investir en France pour des raisons réglementaires. Et c'est l'enfer pour raccorder un industriel qui veut se raccorder un data center. C'est des délais administratifs qui sont juste incommensurables avec ce qu'on vit ailleurs dans le monde. Il faut qu'on s'occupe de ça. On en reparlera avec Emmanuel Le Chiffre, ce sera à 8h30 dans le duel de l'écho. Technip Energy a remporté un important contrat auprès du britannique NZT Power, un contrat en vue de la construction et du captage du carbone d'une centrale électrique au gaz dans le nord-est de l'Angleterre, un contrat à plus d'1 milliard d'euros.
L'exploitation du Stade de France va bientôt changer de main pour la première fois de son histoire. GL Events est en négociation exclusive avec l'État pour obtenir la concession du stade pour les 30 prochaines années. La concession actuelle, gérée par le consortium Vinci Bouygues, doit prendre fin à l'été prochain. Alexandra Paget. La promesse de réaliser 400 millions d'euros de travaux au Stade de France n'aura pas suffi. Après des mois de discussion, l'État a finalement décidé d'écarter le consortium historique Vinci Bouygues pour entrer en négociations exclusives avec GL Events, le géant de l'événementiel qui devrait se pencher sur une programmation beaucoup plus rentable, estime Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business, notamment avec un club de football domicilié au Stade de France. La clé de son business model, c'est le taux d'occupation. D'où le sujet initial et qui a été quasiment le péché originel, c'est l'absence de club résident. Donc la question de savoir si GL Events imagine un sujet par rapport à un club résident, le Paris FC qui... Un accident sur A86 avant la sortie 4 entraîne un retard. Vous pouvez l'éviter et gagner 5 minutes. Si vous préférez rester sur l'itinéraire actuel, appuyez sur « Non, merci ». Il va être dans une nouvelle ère, peut-être. GL Events gère déjà avec succès le stade Gerland à Lyon. À Saint-Denis, sa stratégie sera là aussi orientée vers la mise en place de commerce et la programmation j'ai pas le temps. Événements comme des concerts J'ai pour pas le temps. dynamiser l'enceinte de 80 000 places. Un mot des créateurs de contenu. La création de contenu, évidemment, c'est un marché en plein essor. D'après une étude publiée hier, les créateurs de contenu pèsent désormais près de 6,5 milliards d'euros en France, quasiment 0,2% du PIB. Les entreprises en ont fait un nouvel outil de communication et sur les réseaux sociaux, on retrouve de plus en plus d'influenceurs qui montrent leur métier et les coulisses de leurs entreprises. Reportage de Nathan Cocampo avec Eline Fay. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Carrefour France, moi c'est Arthur et ce matin 3 vidéos sont tournées au Carrefour Rambouillet près de Paris. Des vidéos incarnées directement par l'équipe digitale du groupe, des influenceurs made in Carrefour pour une nouvelle façon de toucher le consommateur comme l'explique Aurélien Defay, directeur de la communication digitale. On avait besoin d'une réactivité assez forte, il y a beaucoup de concours. Le fait d'internaliser des personnes, d'avoir dans l'équipe à la communication des personnes qui sont dédiées à la création de ces concours, évidemment ça nous fait faire des économies d'échelle. Carrefour surfe aussi sur son réseau de salariés, ceux qui postent régulièrement les coulisses de leur métier sur LinkedIn, TikTok. Le groupe leur soumet les actualités de l'entreprise, libre à eux de les partager ensuite. Frédéric, pilote chez Air France, a lui lancé son compte Insta il y a 7 ans. Quelques photos dans le cockpit entre 2 escales, 30 000 followers aujourd'hui. Une démarche personnelle non rémunérée qui a attiré l'attention de sa direction. Ils ont déjà reposté certains posts, 2 ou 3, avec mon accord. Donc ils me demandaient est-ce que tu veux bien qu'on poste ça en story. C'est le rajeunissement des pilotes, le changement de génération qui amène selon lui une multiplication des comptes comme le sien. De nouveaux influenceurs métiers qui profitent évidemment aux marques, comme le souligne Cyril Athias, expert en marketing d'influence. C'est assez positif pour la marque parce que ça permet d'humaniser la marque. Ça permet de voir un peu les backstage qu'il peut y avoir derrière le métier. On n'est pas à l'abri pour la marque en tout cas d'avoir un dérapage, de montrer des choses qu'on ne veut pas montrer. Les patrons en tout cas s'y mettent aussi, une façon là encore de toucher un public plus jeune à moindre frais. 7h38 sur BFM Business et sur MC Découverte. Dans un instant, on va voir une large page internationale pour parler du Tchad et du Sénégal qui prennent leur distance avec Paris. Pour quelle raison? Notre invité, c'est Niagalé Bagayoko, présidente du centre de recherche African Security Sector Network. Tout de suite. Good Morning Business, le monde qui bouge, l'interview. 7h44 sur BFM Business et sur MC Découverte. On va parler du Tchad et du Sénégal qui prennent leur distance avec Paris. Les deux pays d'Afrique de l'Ouest ont annoncé fin novembre à quelques heures d'intervalle leur volonté de voir les troupes françaises quitter le pays. Pour quelle raison? Notre invité avec Caroline Noyer, c'est Niagalé Bagayoko. Bonjour, vous êtes président du centre de recherche African Security Sector. Le Tchad et le Sénégal, c'est deux situations différentes, mais il y a eu ce timing un peu étonnant. Est-ce qu'on peut lier les deux décisions? Oui, c'est possible. Et surtout, ce qui est important de préciser, c'est qu'elles se sont produites dans la semaine même où l'envoyé spécial du président Macron, Jean-Marie Bockel, avait présenté au président les résultats du rapport dont il avait été chargé pour redéfinir la présence militaire française sur le continent. Et ce rapport prévoyait une présence certes réduite, mais le maintien des forces françaises, aussi bien au Sénégal qu'au Tchad, mais aussi en Côte d'Ivoire et au Gabon et bien sûr à Djibouti. Donc là, c'est très clair, le message c'est dehors. Il n'y a pas de il mesure les choses de cette façon-là, absolument, et ça c'est
été formulé de manière aussi abrupte que vous le faites, c'est-à-dire que les autorités sénégalaises, qui, il faut quand même le préciser, n'avaient pas accepté de recevoir M. Bockel, à la différence de tous les autres États partenaires, a attendu la journée de commémoration du massacre des tirailleurs sénégalais à Tiaroy, qui a été saluée par le président Macron par une lettre reconnaissant la responsabilité de la France dans ce massacre. C'est seulement quelques heures plus tard que le président Bassirou Diomaye Faye a indiqué qu'il ne souhaitait pas la prolongation de la présence française. Au Tchad, c'est encore plus surprenant, en tout cas ça a été encore plus brutal, parce que c'est quelques heures après le départ du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot qu'il a été annoncé que la présence française ne se prolongerait pas, mais surtout que l'accord de défense serait renégocié par la partie haute. Car le cas tchadien est encore plus surprenant puisque la France a soutenu le pouvoir encore récemment face au Ralentissement de la circulation dans 1 km sur A86 pour cause d'accident. Prévoyez un retard de 25 minutes. Et on se souvient qu'à la mort du président, quand le fils Matt Idriss Déby a pris la relève, ce qui n'était pas vraiment un processus démocratique, la France l'a soutenu également, ça a provoqué des manifestations. Quelle conclusion en tirer aujourd'hui ? Il faut, à mon avis, en conclure que le 2 poids, 2 mesures ne fonctionne pas, plus que la compromission avec certains régimes, c'est ce qui s'est produit, comme vous le décrivez très bien. Pour rappel, le père du président actuel est décédé, le maréchal Idriss Déby est mort de manière complètement inattendue dans des combats, et il y a eu un processus inconstitutionnel qui a installé une junte militaire au pouvoir avec une transition dynastique, puisque c'est son propre fils qui est arrivé au pouvoir. Et la France, immédiatement, a validé cette accession par les armes, enfin, si ce n'est par les armes, en tout cas par des militaires à la tête de l'État. Il y a ensuite eu des manifestations très violentes qui ont été réprimées dans le sang par les autorités tchadiennes. Un opposant a été assassiné avec une balle dans la tête, son état-major rasé au bulldozer, et les autorités françaises ont toujours soutenu le Tchad parce que c'était un État considéré comme clé pour la présence militaire française, comme un verrou, et les militaires, aussi bien que les diplomates et les autorités politiques, y étaient très attachés. Mais ça n'a rien changé. Non, ça n'a rien changé, et on s'aperçoit que les États africains continuent, quelle que soit la nature du pouvoir. Donc d'un côté, on a un pouvoir d'origine militaire, de l'autre, au Sénégal, on a un pouvoir parfaitement démocratique, c'est important de le préciser. On a cette aspiration au souverainisme, au patriotisme, au nationalisme, qui considère qu'un certain nombre de symboles ne sont plus acceptables. Et surtout vis-à-vis des opinions publiques, parce que ce ne sont pas que les autorités en réalité qui réclament ce départ. Si elles le font, c'est sous la pression de la rue, même si dans certains cas la rue peut parfois être réprimée. Le cas du Tchad est quand même intéressant puisqu'après les annonces faites par le gouvernement, il y a encore eu des manifestations dans la rue il y a quelques jours pour réclamer de manière encore plus vive le départ accéléré des troupes françaises. Que font nos militaires aujourd'hui concrètement en Afrique, du moins ce qu'il en reste ? Alors c'était ça qui était assez compliqué à comprendre en réalité. Ça fait 3 ans, c'est depuis 2021, 3 ans et demi en fait, qu'il a été annoncé par le président une réorganisation de ce dispositif. Il y en a militaire en Afrique. On n'a jamais véritablement compris à quoi il allait ressembler et surtout, plus important, à quoi il allait servir. D'abord parce que les intérêts français sont très difficiles à identifier. La France est restée engagée militairement au Sahel pendant près de 10 ans et on n'a jamais véritablement vu quels intérêts étaient défendus. Il n'y a pas d'intérêt économique, il y a très peu de ressortissants. Donc c'était compliqué. Il était pour défendre, pour promouvoir la lutte contre les djihadistes, mais ça n'a pas été un succès et les troupes ont dû partir. Dans les autres pays, il y avait beaucoup de soutien logistique justement à ces opérations militaires depuis les bases permanentes, mais il y avait surtout des actions de formation. Et ce que continuaient à proposer en fait les Français, c'était la poursuite de ce type de partenariat qui n'est plus tellement
pays africains qui veulent des équipements beaucoup plus létaux que ne leur a fourni la France, qui se tournent vers d'autres partenaires. On parle évidemment souvent de la Russie, mais la Turquie, il faut le savoir, l'un des principaux acteurs qui aujourd'hui fournit des drones, notamment à de très nombreux États. Et donc, il y avait aussi des propositions pour faire de l'accompagnement, parfois au combat, etc. Mais tout ça restait très flou. Et la plupart des pays africains n'y voient pas véritablement un intérêt, sauf la Côte d'Ivoire et le Gabon, qui pour l'instant souhaitent le maintien de quelques troupes françaises, mais qui sont très réduites. Mais on parle justement souvent d'influence russe, d'influence étrangère, qui veulent mettre les Français dehors. Quand on vous entend, on se dit il y a quelque chose que la France ne comprend pas dans l'évolution de ces pays. Absolument, parce qu'en effet, moi je pense que l'arrivée d'abord de ces autres partenaires n'est pas nouvelle. La plupart des autres partenaires ont commencé à être très actifs en Afrique depuis la fin des années 90. Ça date pas d'hier, quand même on parle de 25 années. Et je pense que la France n'a pas mesuré ça. Et d'autre part, les dynamiques sont avant tout locales. On regarde sans doute trop le rôle des acteurs internationaux, alors qu'il y a vraiment des dynamiques très politiques qui ressemblent d'ailleurs à celles qu'on constate partout ailleurs dans le monde. Le nationalisme et le souverainisme n'épargnent pas l'Afrique. Et ça, en effet, je pense que les acteurs français ou plus largement occidentaux ont du mal à le percevoir. Merci beaucoup, Bagayoko. C'était absolument passionnant. Comme à chaque fois, vous venez dans la matinale de l'économie. On va reparler, nous, des impacts de la censure sur l'économie française. Good Morning Business, les offres de Legendre. Raphaël Legendre, méga plan social en vue dans les clubs de jeux parisiens. Alors ça, on n'avait pas du tout vu venir. Et non, c'est une des conséquences inattendues, effectivement, de l'annulation du projet de loi de finances suite à la censure. Tous les clubs de jeux de la capitale vont devoir fermer leurs portes au 1er janvier. On parle de jusqu'à 1500 licenciements tout de même et 50 millions de recettes fiscales en moins pour le budget de l'État qui en a un peu besoin en ce moment. C'est un coup de massue pour ces établissements qui pour certains sont adossés à des grands groupes, enfin pour d'autres sont indépendants. Alors pourquoi fermer ? Eh bien parce qu'ils ne vont pas pouvoir bénéficier de la prolongation de l'expérimentation qui était en cours depuis 2018. Il faut faire un petit rappel historique. Paris, c'est la seule capitale en Europe qui, depuis 1920, c'est une très vieille loi, n'a pas le droit d'avoir des casinos ni en son enceinte ni dans un rayon de 100 km autour de la capitale. C'est un cas unique en Europe. Et si des cercles de jeux avaient été autorisés de 1923 à 2017, il y avait eu quelques petits problèmes de blanchiment d'argent qui avaient imposé la fermeture de tous ces clubs en 2017 et Emmanuel Macron avait alors autorisé simplement l'ouverture de clubs de jeux expérimentaux, voilà, avec uniquement des jeux de table, par exemple un jeu au poker, et l'expérimentation de ces clubs était prévue jusqu'à la fin de cette année, en 2024, et il fallait donc renouveler une autorisation pour l'année prochaine. C'était inscrit dans le projet de loi de finances, des assouplissements étaient attendus, des rumeurs persistantes évoquaient par exemple l'introduction de la roulette, enfin voilà, certains espéraient voir... Dans 200 mètres, utilisez les deux voies de droite pour prendre la sortie A86. E15 en direction de Lyon, Créteil. Le développement d'un Las Vegas européen à Paris, même les plus ambitieux, bon, et ben c'est tout l'inverse avec la censure. Les clubs parisiens vont devoir fermer leurs portes. Ils ont été prévenus en fin de semaine dernière par le ministère de l'Intérieur et ils pourraient attendre 5. Utilisez les deux voies de droite pour prendre la sortie A86. À 6 mois minimum avant de pouvoir réouvrir, leur expliquer le ministère. Voilà. Alors le vote qui demande, c'est un peu de chômage partiel pour les jusqu'à 1500 personnes qui Il y a 1500 personnes qui travaillent dans les clubs de jeux parisiens. Avec des emplois induits, ça fait travailler 1500 personnes. Bah dites donc, on apprend ces choses dans le mécénat de l'économie. Merci Raphaël. Dans un instant, on va revenir sur les impacts de la loi. Dans 600 mètres, restez à gauche à l'embranchement, puis suivre A86, E15. Spécial, et si vous êtes actif et que vous payez des impôts, bouchez vos oreilles. À tout de suite. BFM Business et RLC Découverte présente la matinale de l'économie. Good Morning Business avec Laure Closier. C'est 2h59 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est la matinale de l'économie qui continue. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h. C'est jour de loi spéciale aujourd'hui. La première chose qu'on peut dire, c'est que dans la France, sans budget de début 2025, eh bien, vous êtes à la retraite. Le pire, c'est si vous êtes un actif et que vous payez des impôts. Les tickets resto pour faire les courses, plus possible. Le remboursement à 75% de l'abonnement de transport. Et
bien non plus. Par contre, les retraités vont être valorisés de 2,2% au 1er janvier. Mobilisation générale ce matin pour la France qui bosse dans la matinale de l'économie. Autre sujet sur lequel on marche sur la tête, la compétitivité. Total, Safran, combien sont-ils à prévenir qu'ils iront s'implanter ailleurs? Si la France continue à ne donner aucune visibilité sur les prix de l'électricité et à s'obstiner à devenir le champion olympique des délais d'implantation de sites, eh bien ils y pensent à quitter clairement le territoire. Vous entendrez Patrick Pouyanné, Olivier Andrès et Luc Clément ce matin. Et bien le chiffre sera avec nous à 8h30. L'actualité, c'est avec David Debos. Une censure oblige, les clubs de jeux parisiens vont devoir fermer. Lancement imminent pour la future constellation de satellites européens. Percée majeure de Google dans l'informatique quantique. Et ce matin justement, on va beaucoup parler mathématiques, IA, réglementation européenne avec notre invité à 8h15, c'est Sébastien Missoff, le directeur général de Google France. Nous dans les business, c'est parti. Qui va être présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Avec ce texte, l'exécutif va pouvoir assurer la continuité de l'État, la conséquence de la censure qui a fait tomber le gouvernement Barnier et qui va également avoir un impact sur le pouvoir d'achat. À défaut de gouvernement et donc de PLF 2025, eh bien, de nombreuses mesures budgétaires ne verront pas le jour. Le cash risque d'avoir un impact sur la consommation et donc sur la croissance. Hélène Cornet. Vous ne pourrez bientôt plus payer toutes vos courses avec des titres restaurants. La prolongation du dispositif au-delà du 31 décembre a été suspendue, faute de budget 2025. Une conséquence directe de la censure pour 5 millions de Français. Pour le remboursement à 75% de l'abonnement transport, on revient dès l'an Restez à gauche à l'embranchement prochain à 50% maximum. Un coût supplémentaire de 259 € sur l'année pour les actifs en Île-de-France, par exemple, a calculé le sénateur des Alpes-Maritimes. Des sommes qui vont alourdir le budget contraint des ménages, et c'est sans compter les possibles hausses d'impôts qui seraient automatiquement indexées sur l'inflation si les barèmes d'imposition ne sont pas bien continués pendant 6 km. Redéfini. La dégradation annoncée du marché du travail pourrait également freiner la consommation et favoriser une épargne de précaution. Avec une telle incertitude, peu de cabinets d'études veulent se lancer dans des prévisions. Ce qui est sûr, selon Asterès, c'est que cela ne va pas dans la bonne direction. Et toujours à propos de cette loi spéciale, le Conseil d'État a tranché. L'indexation du barème de l'impôt sur le revenu n'a pas vocation à figurer dans le texte. Saisi par le gouvernement, la plus haute juridiction administrative a jugé que l'indexation modifierait les règles des impôts existants. Plusieurs groupes politiques veulent déposer des amendements pour éviter une hausse de l'impôt sur le revenu, voire même l'entrée dans l'impôt d'environ 300 000 ménages. Les pensions de retraite, elles, par contre, ont bien augmenté de 2,2% au 1er janvier. Revalorisation à hauteur de l'inflation, bien supérieure à ce qui avait été programmé par le gouvernement dans son budget de sécu. Un résultat de la motion de censure qui ajoute une dépense de 6,5 milliards d'euros de plus pour la sécu. Conséquence encore de cette censure, les 7 clubs de jeux parisiens vont devoir baisser le rideau le 31 décembre prochain. Il faut savoir que ces établissements sont sous le régime d'une expérimentation qui devait être prolongée d'1 an via le projet de loi de finances. Environ 1500 emplois sont menacés. Le PDG Total Energy a entamé un bras de fer contre celui d'EDF sur les prix de l'électricité. Lors du colloque de la Fédération des électriciens, Patrick Pouyanné a encouragé l'État à subventionner les industriels. Hors de question, a rétorqué Luc Rémont, le PDG d'EDF, qui s'oppose à toute régulation. Mathieu Pechberti. C'est une prise de bec inattendue entre le patron de Total Energy et le PDG d'EDF. Les industriels électro-intensifs ne parviennent pas à décrocher les prix bas qu'ils réclament à EDF depuis 1 an. Ils menacent de délocaliser leurs usines vers les États-Unis où l'électricité est moins chère. Pour faire avancer la négociation, le très libéral Patrick Pouyanné en appelle pourtant à l'État. Si la France veut une politique de réindustrialisation, elle a des choix à faire. Comment j'aide mes industriels pour acquérir de la électricité moins chère en faisant quelque part des péréquations avec d'autres clients, c'est un choix politique, ça. Le PDG de Total Energy a rencontré il y a 2 jours le régulateur de l'énergie et ils militent ensemble pour davantage de subventions. De son côté, le PDG d'EDF ne veut pas que l'État interfère dans ses négociations avec les industriels. Il y a un petit écart avec certains États des États-Unis, mais cet écart est en train de se combler rapidement. Est-ce qu'il faut réguler le secteur électrique? La réponse est non. Luc Rémont refuse de céder à la pression. Il sait qu'en baissant ses prix pour les industriels, son rival Total Energy s'engouffrera dans la brèche pour demander les mêmes avantages.
Et lors de ce colloque de la Fédération de l'électricité, Patrick Pouyanné a demandé un sursis pour l'AREN. Le patron de Total Energy plaide pour que l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique soit prolongé de 2 ou 3 ans. Créé en 2011, l'AREN doit être remplacée d'ici 1 an par un système de régulation fondé sur la politique commerciale d'EDF, un système de gré à gré qui peine à se mettre en place. Il s'est passé beaucoup de choses lors de ce colloque sur l'électricité. Hier, vous entendrez à 8h30 Luc Rémont et Patrick Pouyanné, cette fois-ci, d'accord sur les délais qui sont beaucoup trop longs pour l'implantation des projets d'énergie renouvelable. On a une bonne nouvelle quand même ce matin, l'Europe s'apprête à retrouver un peu de souveraineté spatiale. Information BFM Business. Absolument, c'est tout l'enjeu de la naissance de Iris Square. C'est le nom de la future constellation de satellites européens. D'après nos informations, le contrat doit être signé la semaine prochaine, lundi à Bruxelles. Avec Iris Square, les 27 vont donc disposer de leur premier réseau de satellites de télécommunications. Jean-Baptiste Huet. C'est un projet à 10 milliards d'euros. D'ici 2030, ce sont 300 satellites qui tournoieront au-dessus de nos têtes en orbite basse pour fournir aux gouvernements européens, aux armées, aux organismes d'État des services de télécommunications sécurisés Made in Europe, ainsi que des services commerciaux. Un projet qui avait été porté par Thierry Breton, alors commissaire européen. Une question de souveraineté au moment où ces réseaux de satellites se développent à toute allure à travers le monde, à l'image de Starlink aux États-Unis. D'après nos informations, le contrat doit donc être signé lundi prochain à Bruxelles. Dans un premier temps, 2,4 milliards d'euros ont été mis sur la table pour amorcer le projet. Au total, le financement se répartira à 60-40 entre l'Union européenne et les industriels. C'est un consortium SpaceRise qui est en charge du projet. On retrouve notamment Eutelsat, Orange, l'espagnol Hispasat, l'allemand OHB, l'italien Telespazio, ainsi que Thales et Airbus. Un mécano industriel bien complexe. Les discussions ont été vives ces derniers mois pour se mettre d'accord, aussi bien du côté des industriels que des États. Mais devant l'importance des enjeux, c'est la raison qui l'a remporté. Nippon Life va débourser 8,2 milliards de dollars pour acheter 100% du capital de Resolution Life. C'est un réassureur essentiellement focalisé sur les États-Unis et l'Australie. Pour Nippon Life, c'est une façon de diversifier ses activités au-delà du Japon, où le marché de l'assurance souffre du vieillissement de la population. Bénéfice record pour Inditex, le numéro 1 mondial du prêt-à-porter, a enregistré un bénéfice net de 1,68 milliard d'euros au troisième trimestre, soit une progression de 6% sur un an. Le propriétaire de la marque Zara a profité du dynamisme des ventes, tant en boutique que sur Internet. Google annonce une percée majeure dans l'informatique quantique. Nom de code Willow, c'est une puce électronique de nouvelle génération, un processeur quantique qui réalise en 5 minutes des calculs qui prendraient 10 quadrillions d'années à un supercalculateur classique. Alors 10 quadrillions d'années, pour que vous ayez une idée, c'est plus que l'âge de l'univers. Ça fait beaucoup de temps. On en parlera dans un instant avec Sébastien Bissoff, directeur général de Google France. Ça sert à quoi ces calculs super puissants? Il nous expliquera tout dans 5 petites minutes. Toujours à propos de Google, l'hégémonie du géant américain est contestée dans le secteur des moteurs de recherche. Avec la montée de l'intelligence artificielle, de nombreux concurrents apparaissent et grignotent peu à peu des parts de marché. Autre facteur à prendre en compte, les utilisateurs modifient leur façon de surfer en ligne. Nathan Cocorco. Vous cherchez un bon restaurant pour aller dîner. Si avant, votre premier réflexe était de vous rendre sur Google pour trouver la perle rare en épluchant les avis et les notations des clients, il est désormais possible sur un moteur de recherche basé sur l'IA, comme SearchGPT, d'énoncer clairement votre demande et en un rien de temps, des adresses sortent du lot. Aujourd'hui, ChatGPT représente déjà plus de 4% des recherche web devant le moteur de recherche Bing, et sa part de marché devrait fortement augmenter dans les prochaines années, comme l'analyse Frédéric Simotel, notre spécialiste. Oui, demandez autour de vous en entreprise, vous allez voir que tous ceux qui sont un peu adeptes de l'IA commencent à passer davantage par SearchGPT, par Perplexity plutôt que par Google. Et pour Google, c'est un danger parce que si ça s'accélère, eh bien Google, qui a son business model qui repose sur ses liens publicitaires dans son moteur de recherche, eh bien n'aura plus cette source de revenus. Et donc là, il y a tout un modèle à réinventer. Autre acteur qui rebattent les cartes, les réseaux sociaux. Reddit vient par exemple de lancer Reddit Answers, son nouvel outil conversationnel boosté à l'IA. X a lui lancé Grok, même Amazon a aussi son chatbot. Et ce constat, aujourd'hui 1 jeune sur 5 privilégie effectuer les recherches sur TikTok plutôt que sur Google. Et on va reparler de toutes les questions autour de Google dans un instant avec Anthony Morel et avec notre invité. Mais avant, on fait un détour par la bourse. On retrouve Antoine Larigauderie depuis la salle des marchés de BFM Business. Antoine, qu'est-ce qu'on attend pour ce matin? On a un gros chiffre à manger cet après-midi. Et l'inflation américaine, effectivement, pour le mois de novembre. Et c'est vrai qu'on attend 2,7% arrondissement annuel sur le mois. Du coup, on a des marchés
marché un petit peu indécis dans l'expectative. Vous le voyez, Wall Street a terminé dans le rouge et du côté de Paris, comme on sort d'une clôture en baisse, on espère pouvoir se remettre sur les rails de cette très belle série de hausses qu'on a eue précédemment. Mais pour le moment, on est vraiment sur des points d'équilibre. À moins 0,06% pour l'école sur le CAC 40 à 7385 points. Alors peut-être qu'on aura une petite reprise autour des valeurs qui ont été vendues hier, notamment le secteur du luxe, à la faveur d'un euro-dollar notamment qui devrait favoriser les exportateurs. On est toujours sur le fil d'un 0,5 avec beaucoup de pression baissière. On sent que le dollar reprend de la vigueur. Et puis à noter, c'était aussi un des chiffres de la matinée, l'once d'or fin qui se rapproche à nouveau de ses plus hauts historiques du côté des 2801 points. C'est le plus haut qu'on avait atteint sur l'once, plus haut historique signé fin donc octobre. on est sur la A80. 2731 $ sur l'once d'or fin. Donc séance qui est attendue à la cloche en très très légère baisse, voire à l'équilibre en attendant l'inflation américaine cet après-midi. Merci, on se retrouve dans 50 minutes pour l'ouverture. Mais avant, on va parler de Willow. Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous. Votre rendez-vous avec BYD, leader mondial du véhicule électrique et hybride. BYD, donnez vie à vos rêves. Good Morning Business, Culturia. Anthony Morel, une annonce hier, une prouesse scientifique et technologique annoncée par Google, ça s'appelle Willow, les performances sont incroyables, on est dans la mathématique quantique. Ouais, absolument, c'est même, j'allais dire, à peine concevable pour le cerveau humain puisque cette puce a réalisé en moins de 5 minutes un calcul qui prendrait aux ordinateurs les plus puissants de la planète aujourd'hui 10 quadrillions d'années. Donc quadrillion, c'est un 1 avec 24 zéros derrière. Donc c'est beaucoup, c'est franchement inconcevable quasiment. Et là, on est vraiment dans le vertigineux et c'est rendu possible par les spécificités de l'informatique quantique. Alors il faut s'accrocher un peu. Je vais essayer d'expliquer en simplifiant beaucoup, pardon pour les puristes, mais en gros, c'est des ordinateurs qui, pour réaliser un calcul, vont pas agir de manière séquentielle, c'est-à-dire explorer un chemin, puis un autre, puis un autre. Ils vont explorer en fait tous les chemins en même temps. C'est ça la force du quantique. On s'appuie sur les principes de la mécanique quantique, c'est-à-dire que plutôt que des bits classiques comme on a dans un ordinateur, donc des 0 et des 1, un interrupteur allumé ou éteint, et ben non, on a des qubits qui sont des tout petits éléments qui ont la particularité de pouvoir être dans plusieurs états en même temps. Ils peuvent être allumés et éteints en même temps globalement. Okay. Et ça permet de faire beaucoup de choses en très peu de temps. Alors ça, c'est la première chose. Donc déjà, grosse avancée technologique de ce côté-là. Et la deuxième chose, c'est que cette puce, elle permet de répondre à l'un des gros problèmes du quantique, qui est l'erreur, exactement. Parce que les qubits, ce que je viens de vous décrire, ces petites choses, c'est des petites choses très fragiles. Elles sont sensibles, par exemple, aux variations de température, s'il y a des petites vibrations, tout ça, ça génère des erreurs. Et là, Google est parvenu à mettre au point un système qui permet de réduire drastiquement le nombre d'erreurs. C'est un truc sur lequel les chercheurs bossaient depuis plus de 30 ans. Alors, je poserai la question à Sébastien Missoff dans un instant, directeur général de Google France, qui est notre invité, mais je commence par vous. À quoi ça sert tout ça? J'espère qu'il dira la même chose que moi, mais pour l'instant, on est dans les labos de recherche. Les premières applications commerciales, ça arrivera au mieux à la fin de la décennie, mais par là, les perspectives sont vraiment vertigineuses. Ça va être par exemple le fait de pouvoir inventer de nouveaux médicaments. On va pouvoir tester et simuler les interactions de plein de molécules virtuellement de manière extrêmement efficace. On va s'en servir pour développer de nouveaux types de matériaux. On pourrait imaginer par exemple des batteries électriques pour les voitures beaucoup plus efficaces grâce à l'informatique quantique. On va pouvoir s'en servir pour concevoir des réacteurs à fusion nucléaire, qui est vraiment le Graal dans le domaine énergétique. Et puis dans le domaine de l'intelligence artificielle aussi, on va s'en servir pour développer des modèles d'intelligence artificielle plus complexes et plus performants. Et alors tout ça, il y a quand même un enjeu derrière géopolitique. Énorme, parce qu'il y a une course à la suprématie technologique, parce que évidemment les pays qui maîtriseront l'informatique quantique les premiers, ils auront un avantage compétitif considérable, parce qu'il y a aussi des enjeux dans le domaine de la défense, dans le domaine de la cybersécurité, c'est-à-dire qu'avec le quantique, on va pouvoir casser par exemple les systèmes de chiffrement actuels. Donc vous imaginez le premier pays qui arrive à maîtriser ces technologies-là, en fait il a un énorme avantage et tous les autres pays vont dépendre de lui d'une manière ou d'une autre. Donc il y a une grande bataille. Aujourd'hui elle se joue globalement entre les États-Unis et la Chine. La France a aussi une carte à jouer. On a un plan quantique à 1,8 milliard d'euros sur 5 ans, avec l'ambition de devenir le premier État à se doter d'un prototype complet d'ordinateur quantique généraliste, et avec un certain nombre de champions. On peut citer notamment Pascal et Alice Lebon. Souvent qui travaille sur les erreurs. Merci Anthony. Dans un instant, donc notre invité Sébastien Missoff, directeur général de Google France, intelligence artificielle, réglementation, Europe, concurrence, démantèlement. On a plein de choses à se dire. À tout de suite.
Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h18 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Notre invité avec Raphaël Legendre aujourd'hui, c'est Sébastien Missoff. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Google France. On va parler d'intelligence artificielle, des derniers développements chez vous, de la concurrence, de l'Europe, de la réglementation. Mais avant ça, hier soir, information fracassante, un super calculateur. Ça s'appelle Willow. Ça va permettre de résoudre en moins de 5 minutes un calcul qui prendrait 10 quadrillions d'années. Donc c'est tellement rapide par rapport à ce qui existe aujourd'hui que c'est presque difficile à comprendre. La seule question, c'est à quoi ça sert ? Alors c'est évidemment la bonne question. Les innovations n'ont du sens qu'à partir du moment où il y a un usage et un impact. Depuis des années, on parle énormément d'intelligence artificielle prédictive. C'est la capacité d'utiliser énormément de données pour prendre des meilleures décisions. C'est ce qui permet tous les jours sur Google Maps d'arriver à aller d'un point à un autre le plus rapidement possible. L'enjeu est de faire des calculs le plus rapidement possible. Et il y a une limite aujourd'hui sur les ordinateurs tels qu'on les utilise. C'est en cela que le quantique est une révolution extraordinaire. La difficulté jusqu'à présent, c'est que ça va beaucoup plus vite, mais c'est beaucoup moins fiable. Et l'annonce d'hier nous fait dire qu'on a une opportunité de continuer à avoir cette vitesse extraordinaire. Vous parlez de ces chiffres vertigineux, avec beaucoup moins d'erreurs, donc ouvre un champ des possibles. Très concrètement, par exemple en santé aujourd'hui, pour trouver des nouvelles molécules, les ordinateurs tels qu'on les connaît aujourd'hui ne permettent pas un certain nombre de ces calculs, et le quantique va ouvrir un champ des possibles extraordinaire. C'est quelque chose qu'on entend très régulièrement, ce quantique, mais quand est-ce qu'on va voir des applications concrètes ? Quand est-ce que les entreprises qui nous écoutent pourront avoir accès à ce nouvel outil qui paraît aujourd'hui totalement hors de portée? Oui, on est dans une échelle de plusieurs années avant d'arriver à pouvoir avoir le niveau de confiance dans ces algorithmes pour avoir des applications. À plusieurs années encore. Absolument, sur plusieurs années. Donc c'est beaucoup plus long que l'adoption d'intelligence artificielle, par exemple, aujourd'hui. Il faut quand même voir à très long terme. Oui, bien sûr. Enfin, là, ce dont on parle, de nouveau, c'est pas un modèle, c'est une infrastructure qui va créer ce nouveau champ des possibles. Sur l'intelligence artificielle, il se passe énormément de choses. Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, a dit la semaine dernière « You are losing the game ». Il parle aux Européens et à leur cadre réglementaire autour de l'IA Act et notre incapacité, notre interdiction d'utiliser les dernières versions d'intelligence artificielle au nom de la réglementation. Est-ce qu'on perd le jeu en Europe ? Alors, d'abord, il y a un certain nombre de choses qui sont dans notre contrôle entre nos mains. Le premier sujet qui est particulièrement important, c'était le rapport de Mario Draghi il y a quelques semaines. C'est l'enjeu de formation, c'est l'enjeu de compétences. Faire en sorte qu'on ait suffisamment de Français aujourd'hui, de data analystes, data architectes qui vont nous permettre de pouvoir travailler sur ces données, développer de l'intelligence artificielle. Il y a un enjeu d'infrastructure, il y a un retard de la France aujourd'hui. Seulement 22% des entreprises ont leur données sur cloud, la moyenne européenne est à 39%. Donc on peut se lamenter sur l'intelligence artificielle. Si les données n'ont pas été structurées et qu'on ne peut pas faire tourner des modèles, de toutes les manières, on est uniquement dans la théorie. Donc on a des choses qui sont actionnables sur lesquelles on peut avancer dès maintenant pour avoir cette compétitivité. Et ensuite, en termes de réglementation, évidemment, un enjeu de bien écouter les inquiétudes qui peuvent exister, mais de faire en sorte qu'il n'y ait pas un retard ou un niveau de régulation qui fasse... Non, mais c'est déjà le cas. C'est quoi ce que vous dites, vous, aux Européens? Parce que si je peux pas utiliser Gemini 1, 2, 3, 4, si je peux pas utiliser la dernière version de Sora, à un moment donné, je suis en retard. Entreprise européenne, c'est aussi votre boulot à vous, Google France, français, de faire un lobbying auprès des autorités européennes? Oui, alors ça d'abord, comme tous les projets, il faut écouter évidemment les inquiétudes qui sont là aujourd'hui, mais rappeler aujourd'hui qu'avec l'intelligence artificielle, c'est des gains de productivité très très significatifs à un moment où l'Europe n'en a jamais eu autant besoin et sur lequel il faut avancer. Donc oui, il faut trouver ce bon équilibre avec la régulation. Après, les raisons d'espérer, c'est février 2025, le sommet de l'IA en France, sur lequel ces discussions sont là. On est au tout début et donc de trouver le bon équilibre pour faire en sorte de pouvoir continuer à avancer et que les entreprises puissent utiliser l'intelligence artificielle pour se développer. C'est ce qu'on a pu voir avec un certain nombre de partenariats qu'on a lancés ces dernières semaines. Dans l'IA, effectivement, on n'a pas fini d'en parler. C'est aussi une concurrence qui augmente pour Google. Aujourd'hui, 40% l'IA et les réseaux, 40% des jeunes préfèrent utiliser TikTok ou Instagram, par exemple, pour trouver un restaurant, pour organiser un voyage. Dans le e-commerce, 63% des requêtes démarrent sur Amazon. Comment vous percevez-vous
cette concurrence? Est-ce que vous êtes en danger chez Google face aux nouveaux outils que sont SearchGPT ou Perplexity par exemple? Oui, alors, trois choses. Le premier, c'est que c'est pas nouveau. Quand Google s'est lancé, on était un challenger, on était le 12e, 13e moteur de recherche en 1998, et on est arrivé, on a fait en sorte de développer un produit, de développer des solutions qui soient les meilleures possibles, et donc c'est notre histoire depuis plus de 25 ans, de continuer à innover et de faire en sorte qu'on est choisi parce qu'on apporte un service qui est meilleur et différent. Deuxième élément que vous évoquez, c'est en effet, depuis 25 ans, on voit énormément de nouveaux usages, on a vu les réseaux sociaux apparaître, vous évoquez un certain nombre des exemples récents. Sur le moteur de recherche, on continue à venir poser un certain nombre de questions. Et puis, il y a les assistants, chatbots, sur lesquels on a des super assistants. C'est le cas de Google Gemini, sur lequel on voit que c'est des questions qui sont un peu différentes, qui sont posées. Donc, il y a une complémentarité entre ces différents usages. Et puis, de notre côté, c'est évidemment continuer à innover. Parmi les chiffres qui sont incroyables, prenez l'exemple aujourd'hui sur le moteur de recherche, on a plus de 20 milliards de requêtes qui sont faites en prenant des photos. Vous êtes sur Google Lens, vous voyez quelqu'un avec une paire de chaussures que vous aimez beaucoup, vous prenez la photo et on est capable, avec cette photo, d'aller... 20 milliards de requêtes par mois. Ce chiffre est absolument dingue. 20 milliards par mois. Et donc, c'est tout l'enjeu, c'est de continuer à innover, d'avoir des innovations complètement dingues qui permettent d'apporter des réponses les meilleures possibles aux utilisateurs. Pour continuer à innover en matière d'intelligence artificielle, il va falloir beaucoup d'énergie. Google a investi aux États-Unis, notamment dans les SMR. Est-ce que vous aussi, en Europe, vous regardez cette question du prix de l'énergie de près? Et est-ce que vous pourriez, vous aussi, soutenir des boîtes dans les petits réacteurs nucléaires ou regarder du côté des renouvelables? Alors, Google soutient énormément ces projets avec des énergies renouvelables. On a beaucoup travaillé avec Engie. On a investi sur ces dernières années plus de 6 milliards d'euros dans des nouveaux projets qui viennent apporter des énergies renouvelables en plus pour venir alimenter nos data centers. On est à peu près à 2 tiers d'énergie renouvelable qui viennent alimenter les data centers de Google. Quand vous faites des requêtes, pour regarder une vidéo sur YouTube, l'objectif est d'être à 100% en 2030, qui est un défi significatif, puisqu'en effet, il y a une augmentation de cette consommation aujourd'hui avec les enjeux de l'intelligence artificielle, mais la conviction que le fait de rajouter ces énergies renouvelables, le fait d'avoir des avancées significatives sur les technologies qu'on utilise, aujourd'hui une requête sur Gemini, mais 90% moins de capacité de calcul que ce qu'on avait besoin il y a un an, donc de continuer à innover. L'avenir, c'est aussi une vraie question existentielle pour Google outre-Atlantique. C'est cette procédure au département de la justice, au DOJ, de démantèlement potentiel de Google en séparant notamment le moteur de recherche d'autres services du groupe. On parle de la cession éventuellement de Chrome ou du magasin d'applications pour mobile Google Play. Quelles conséquences, d'abord où est-ce qu'on en est aujourd'hui et quelles conséquences ces décisions pourraient avoir sur votre groupe? Alors, on ne parle pas beaucoup des procédures en cours. On est au tout début de cette procédure-là aux États-Unis. Le département de justice américain a fait ses recommandations. On a eu l'occasion de s'exprimer et dire qu'on n'était pas d'accord. Début d'année prochaine, nous aurons l'occasion d'apporter notre réponse et ce sont des procédures qui durent en général plusieurs années. Oui. Et pour les utilisateurs, évidemment, l'important est d'avoir le choix, d'avoir le contrôle. Et c'est le cas aujourd'hui. Vous achetez un nouveau téléphone en Europe, prenez un téléphone Pixel, vous ouvrez votre téléphone et vous avez le choix entre choisir le moteur de recherche, le navigateur, et ce choix est évidemment au cœur de notre succès. Est-ce que l'élection de Donald Trump change quoi que ce soit à la procédure? On a travaillé avec les différentes administrations. On avait travaillé avec l'administration de Donald Trump pendant 4 ans lors de son précédent mandat. De notre côté, on continue à faire en sorte d'avoir des solutions innovantes, responsables et de continuer avec notre agenda. Et puis le problème, c'est de trouver un acheteur quand même, parce que pour acheter Chrome, il faut quand même avoir une taille suffisante. Ouais, Autre enquête en cours, le Financial Times a révélé hier qu'il y avait une enquête qui vise Google et Meta sur un partenariat publicitaire qui a permis de cibler des adolescents lors de campagnes de publicité sur Instagram, qui est propriété de Meta, et sur YouTube, qui est donc Google. Qu'en est-il? Aujourd'hui, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de publicité ciblée pour les jeunes et pour les mineurs, et donc on est particulièrement vigilant là-dessus, et c'est le cas aujourd'hui. Donc vous dites c'est faux? Oui. Dernière question sur les mots-clés. Oui, vous avez publié la liste des recherches, en tout cas des principales tendances sur les recherches. Michel Barnier, plus célèbre que Kenji Girac, c'est une bonne nouvelle pour lui, même s'il part. Alors est-ce qu'il est
plus célèbre ou est-ce qu'il est plus recherché, parce que les gens savent pas qui c'est? C'est peut-être. Alors derrière la recherche, il y a des verbes un peu différents. On voit que comme chaque année, les Français viennent pour s'informer. C'est le cas des nouveaux premiers ministres avec Michel Barnier. Ils viennent pour comprendre. La première question en France qui commence par pourquoi, c'est pourquoi la dissolution. Et puis on vient aussi pour agir une fois qu'on a compris ces éléments-là. Une question très ouverte, pourquoi la dissolution? Il va y avoir beaucoup de réponses. On les cherche encore sur Google. Et puis évidemment, c'est des questions aussi beaucoup plus personnelles. On est dans la team. Il y a quelques années, c'était comment sait-on si on est amoureux? Et cette année, c'était pourquoi ne regarde-t-il plus mes stories? Et aussi ces questions plus dans le domaine de la team. Ça nous dit beaucoup de choses du monde quand même. Pourquoi ne regarde-t-il pas mes stories? Merci beaucoup d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie. Sébastien Bissoff, directeur général de Google France. Dans un instant, on va reparler du prix de l'électricité dans le duel avec Olivier Carré face à Abdel Le Chiffre. À tout de suite. Matinale de l'économie. 8h30 sur BFM Business et sur MC Découverte, les titres de l'actualité avec David Delos. Le projet de loi spéciale doit être présenté aujourd'hui au Conseil des ministres. Avec ce texte, l'exécutif va pouvoir assurer la continuité de l'État. Une loi spéciale incompatible avec une indexation du barème de l'impôt sur l'inflation. Le Conseil d'État a tranché. Nippon Life va débourser 8,2 milliards de dollars pour acheter 100% du capital de Resolution Life. Pour Nippon Life, c'est une façon de diversifier ses activités au-delà des frontières du Japon où le marché de l'assurance souffre du vieillissement de la population. Bénéfice record pour Inditex, le numéro 1 mondial du prêt-à-porter, a enregistré un bénéfice net de 1